Dans l'immobilier, il y a un gros fossé entre l'immobilier et lever des fonds. C'est-à-dire qu'en fait, les gens savent faire de l'immobilier, mais ne savent pas lever des fonds. Si on rapporte aussi à la partie quantique, donc les ordinateurs quantiques, aujourd'hui sont en capacité de réduire à zéro les crypto-monnaies. Pourquoi ? On peut dupliquer un bitcoin. Tu récupères une partie de ta vie, parce que quand tu es entrepreneur, on ne le dit pas non plus. Tu donnes ta vie aussi à ta boîte, aux autres, et pour ta vie perso, c'est compliqué de tout gérer. Le truc le plus simple pour trouver des deals start-up, généralement ils sont mauvais, mais c'est pas grave. Tu vas sur LinkedIn et tu mets Business Angel, et là tu as plein d'entrepreneurs qui t'envoient leur pitch deck de présentation. Aujourd'hui, moi, mon activité, dans le fond, elle est très physique. J'ai une agence immobilière, je fais du marchand de biens. Il n'y a que la partie accompagnement qui est dématérialisée. Et encore, on fait des accompagnements en physique. Par contre, le 1,8 million, voilà, c'était mon plus haut. C'est bien retombé, je pense en 6 mois, j'ai perdu plus d'1 million. Donc c'est parti, on se retrouve pour ce nouveau podcast avec Caroline Artaud. Juste avant, je vais faire une petite anecdote. Je crois qu'on s'était rencontrés la première fois en 2019. Ouais. Ah non, en fait, je le sais puisque j'ai retrouvé une photo. Okay. Et du coup, à l'époque, je venais d'acheter ta formation en immobilier. Okay. Je l'avais suivie. Et puis après, bon, mon ex de l'époque t'avait invité à mon anniversaire. Enfin bref, on s'était retrouvés comme ça. Et du coup, moi, c'était à l'époque où je regardais beaucoup de youtubeurs, des influenceurs, ouais, des formations, justement, parce que j'étais dans cette période. À côté, je faisais un peu de crypto. Et puis voilà, c'était comme ça qu'on s'était rencontrés. Et du coup, ça fait 5 ans maintenant. On se retrouve là en plein podcast. Donc, ouais, je te laisse te présenter. Puis après, je dirai un petit peu plus sur mon parcours rapidement. Et juste petit retour sur ton anecdote. T'as investi dans l'IMO ou pas du tout? Non, mais par contre, j'ai compris vraiment le sujet de l'importance d'avoir du cash. Okay. Et que le cash, c'est hyper précieux. Et ouais. Si tu fais de l'immobilier, faut éviter de le faire en cash, quoi. Exactement. Alors, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Caroline Artaud. Ça fait 13 ans que je fais de l'immobilier. J'ai commencé comme beaucoup, un petit studio qu'on achète, qu'on rénove, qu'on revend. Ensuite, j'ai fait du marchand de biens. Ensuite, j'ai fait de la formation 10 ans après. 10 ans après, j'ai fait de la formation. Ensuite, j'ai ouvert une agence immobilière. Ensuite, j'ai ouvert une plateforme pour lever des fonds. J'en parlerai un petit peu plus par la suite. Ouais. Et maintenant, on va dire que je fais 3 activités principales. Du marchand de biens, de l'agence transaction gestion et en même temps, une partie accompagnement et formation. Ok. Je vois que de toute façon, plus on avance et plus on se rend compte que créer un écosystème autour de ton business, c'est vraiment le plus puissant. Et exactement. Justement, toi, autour de l'immobilier, je pense que les chiffres sont assez intéressants quand tu as tout ton écosystème en place qui tourne. Ouais, le but, en fait, c'est qu'au début, on se rend compte qu'on va créer une branche. Et puis, avec une branche, on a besoin d'une deuxième. Donc, soit on va sous-traiter cette deuxième branche, soit on va la créer. Et puis, par la suite, on va s'étendre petit à petit. Et c'est vrai que là, j'ai créé un espèce d'écosystème. J'en parlerai par la suite. Mais où on peut, au sein même de l'écosystème, tout gérer sur une opération immobilière. En même temps, on peut accompagner des personnes sur tous les aspects d'une opération. Et c'est quand même ce qui est intéressant aujourd'hui. Ouais, carrément, j'en parlerai juste après aussi, pareil, de l'écosystème que je suis en train à peine de mettre en place là depuis cette année. Mais pour revenir un petit peu sur mon parcours, donc moi je suis tombé dans la crypto très jeune, 2014-2015. J'avais pas d'argent, j'étais mineur, donc je faisais un peu ce qu'on appelle des faucets. Tu allais sur des sites, tu cliquais, tu essayais de faire du minage, des conneries comme ça pour un peu connaître l'écosystème. En même temps, je me formais énormément sur plein de sujets, dont l'immobilier du coup. Je crois que j'avais peut-être acheté en 2018, donc j'avais à peine 20 ans par là. D'accord. Et encore aujourd'hui, 20 ans, je trouve que ça fait un peu vieux, parce que là, on voit des jeunes à 18 ans, ils font déjà des gros chiffres. Et puis, petit à petit, je me suis mis de plus en plus à la crypto-monnaie. 2019, j'étais en alternance, j'ai investi 300-400 euros tous les mois. 2020, crash Covid, pour moi, c'est l'opportunité de ma vie. Ça faisait tellement d'années que je me formais en crypto. Je me dis, là, le Bitcoin il était tombé à 3000, Ethereum sous les $100. Du coup, je me dis, j'ai rien à perdre, je fais all-in. Bon, du coup, j'avais que 4000 euros. Donc, je mets tout. Et puis après, c'est bien monté sur 2 ans. J'ai passé les 7 chiffres. J'ai aussi perdu énormément. Donc, t'es passé de 4000 euros à combien? En fait, la première année, donc c'était 2020, j'ai fait 4000 euros tout 100 000 euros. Donc, déjà pas mal. Et ensuite. T'as laissé les 100 000 euros dessus ou tu les as retirés? Toujours en crypto. Ok. Donc, déjà, mentalement, il faut quand même être fort pour les. Même pas, je pense, parce qu'il y avait cette naïveté de c'est de l'argent, pas forcément virtuel, mais c'est de l'argent qui monte. Ouais. Et puis, du coup, après, le pire, c'était l'année d'après, c'est 100 000 tout 1,8 million. Et là, voilà, c'est des gros chiffres. Mais pareil, t'es dans l'euphorie, etc. Et c'est compliqué de tout gérer. Alors, je rappelle, puisque dans
dans des podcasts, il y a tout le temps des haters, etc. C'est pas forcément en trading pur. D'accord. C'est sur ce qu'on peut appeler des accidents positifs de richesse, donc des airdrops. En gros, tu vas faire des interactions sur la blockchain, tu as des projets qui vont te payer. D'accord. Et là-dessus, ouais, il y en a, j'ai pris 100, 150 000 $ juste comme ça, parce que c'était sur des montants alors, inférieurs, mais c'était en bull run, donc c'est vite monté. Ok. Donc tout ça m'a permis d'atteindre ce genre de revenu. Par contre, le 1,8 million, voilà, c'était mon plus haut. D'accord. Et après, ouais, c'est bien retombé. Je pense en 6 mois, j'ai perdu plus d'1 million. Ok. Voilà. Parce que tu as laissé et tu pensais que ça allait encore monter, finalement c'est tombé, c'est ça? Ouais, c'est ça, même pas forcément. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu plus de maturité quand même sur les marchés financiers. C'est pas monter plus, mais c'est déjà, qu'est-ce que t'en fais de cet argent? Genre, t'as 1,8 million, si t'as pas d'objectif derrière à en faire, si t'as pas réfléchi à tout ça, c'est compliqué de sortir de la crypto-monnaie, tu vois. D'accord. Et quand je dis sortir, c'est voilà, prendre des profits ou autre. Ouais, compliqué. Et puis j'avais des convictions que ça allait monter parce que j'avais pas trop d'expérience sur les marchés financiers, quoi. D'accord. Ok. Donc voilà, gros chiffre en crypto-monnaie, grosse perte également. Je Ok. partage tout ça sur ma chaîne YouTube. Et je D'accord. pense que c'est comme ça que j'ai construit un peu mon audience, un minimum honnête, j'ai envie de dire. Et puis j'ai commencé à diversifier, justement, comme je te disais. J'ai un gros chiffre, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc j'ai diversifié sur les startups. Ça, D'accord. c'était en 2021. Et puis voilà, petit à petit, je me suis de plus en plus impliqué dans ce milieu. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de boîtes dans mon portefeuille. Alors généralement, c'est des plus ou moins petits tickets, sauf Ok. 3 où j'ai plus de 6 chiffres d'investissement. D'accord. Plus avec de la revalorisation, ça commence à faire des gros montants. Ouais. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à relier, on va dire, la partie Web3, donc crypto, Ok. à la partie startup, où je suis très impliqué dans ce milieu. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui. D'accord. Donc, voilà, je fais de la création de contenu autour de la startup Web3. J'ai ma communauté, donc j'arrive à lever des fonds sur certains projets. Ok. Du coup, je lève des fonds, donc je suis au contact des CEO de startup. Et donc, je m'implique de plus en plus et j'ai ce petit écosystème où je peux faire du consulting à la boîte. D'accord. Ok. Je peux lever des fonds. Pareil, sur les levées de fonds, c'est là où on peut vraiment se rémunérer assez fort. Uniquement si la boîte réussit, généralement, Ouais. puisque c'est des frais sur la perf. Et puis, là, récemment, où du coup, j'ai pris le poste de, on va dire, Chief 3 Officer. Donc, je gère toute la partie Web3 d'une boîte Web2, Ok. très tech. À la fin de l'année, là, il va y avoir une revalo. On va être vers les 1 milliard quand même. D'accord. Donc, Waouh. une très grosse valo. Donc, je leur ai fait, on va dire, du consulting pendant 1 an gratuit Ok. pour que moi, ça m'aide sur la levée de fonds pour D'accord. eux. Et au final, aujourd'hui, j'ai un poste à temps plein que je suis en train de prendre. Donc voilà, tout mon écosystème, on va dire, se met en place petit à petit. Comme Quand- ça, quoi. Si je peux reprendre tout ce que tu dis, mais de le simplifier, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être Ouais. à tout comprendre. Donc, tu as tes fonds en crypto. Ok. Ouais. Déjà, comment tu vas les investir en startup? Par quel process tu passes? Comment tu choisis tes startups? Ça ne doit pas être basique, mais pour une personne, c'est presque du chinois. Comment tu choisis une startup? Légalement, comment tu vas mettre 100, 200 000 euros, même ou 10 000 euros dans une startup? C'est quoi? C'est pas simplement un virement. Derrière, tu vas rentrer en obligation ou en actionnariat. Est-ce que déjà tu peux détailler tout ce process-là? Ouais. Alors déjà, pour la partie crypto, comment je passe de la crypto à la startup d'un point de vue flux financier? Ouais, voilà. Voilà, tout simple, moi je suis résident fiscal en Estonie, Ok. donc j'ai mes business là-bas. Et du coup, tout simplement, je vends mes cryptos, D'accord. je les déclare. Donc en Estonie, actuellement, on est à 20%, mais je crois que ça va passer à 22%. D'accord. Sur la plus-value. Donc voilà, je paye mes impôts sur la plus-value. Et ensuite, je les investis en start-up. Donc Il y a- tu les changes en euros. Ouais, c'est ça. Sur tes bénéfices, tu prends 20 points d'impôt. C'est ça. Et ensuite, tu as de l'euro. C'est ça. Ok, parfait. Ensuite, sur mes euros, du coup, je les investis en start-up. D'accord. Pareil, il y a plusieurs moyens de financer une start-up. Tu parlais d'obligations. Il y a ce qu'on appelle des redevances. Tu peux acheter un pourcentage du chiffre d'affaires, etc. D'accord. On va dire que ça commence à apparaître, mais c'est très peu accessible encore. Je te prends l'exemple. Tu as des grands groupes qui vont acheter. Alors, pareil, je ne connais pas exactement les contrats, mais par exemple, j'avais assisté à une présentation où le mec, il faisait de la construction d'éoliennes, grossièrement, D'accord. simplifié. Et en fait, sur la construction, lui, il va faire ses plus-values, etc. Et ensuite, vu que c'est de l'énergie, il va vendre à des gros groupes on va dire un ROI, un retour sur investissement de 3-4% parce que c'est de l'énergie. D'accord. Et du coup, là, pareil, sous ces formes de contrats, la société va pas forcément acheter de l'equity. Ils vont acheter, pareil, un pourcentage ou un D'accord. Ok. ROI, quoi.
Donc, il y a plusieurs moyens de financement, mais pour parler le plus simple, c'est de l'equity. Donc, j'achète des parts de la société. D'accord. Et donc là, alors soit c'est en direct, donc tu as ce qu'on appelle un bon de souscription de parts. Tu achètes D'accord. tant de parts à telle valorisation. Ou alors, on regroupe. Alors, moi, c'est ce que je fais quand je fais une levée de fonds. Je regroupe des investisseurs dans D'accord. des véhicules d'investissement. Ok, des SPV. Ouais, c'est ça. Ok. Pour justement abaisser le ticket minimum. Comme ça, c'est plus D'accord. accessible. Et puis, c'est ce SPV qui va rentrer au capital de la société. Comment tu les trouves, tes investisseurs, tu dis, dans ta communauté? Dans ta communauté, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tu as un mec sur Instagram qui te suit, tu dis, bah, écoute, j'ai un bon plan pour toi, tu l'appelles et tu lui dis, il faut mettre 5 000 euros dans tel tips, dans tel projet, et derrière, il va les mettre? Ouais, plus ou moins. Alors, d'un point de vue légal, non. En fait, moi, d'un point de vue process légal, Ok. je vais faire une vidéo, par exemple, présentation d'un projet. D'accord. Et ensuite, je vais faire un petit call to action en mode si ça vous intéresse d'en apprendre plus, contactez-moi. C'est comme dans le milieu des fonds d'investissement, etc. On n'a pas le droit de faire de l'incitation et dire voilà, j'ai cette opportunité. C'est la personne qui doit venir à nous. D'accord. Donc d'un point de vue légal, c'est vraiment assez strict pour pas avoir de problème par la suite. Et pareil, alors dans on va dire la plupart des startups, parce que j'ai pas fait énormément de levées de fonds, j'en ai fait une, je crois que c'était fin 2022. Mais bon, c'était 400 000 euros. Moi, j'avais mis 100 000. D'accord. Mon entourage, c'était des tickets de 25. Donc, au final, avec 15 personnes, c'était fini. Donc, c'était assez rapide. Là, la dernière, sur Frigom, je peux la nommer, où je suis en train de contractualiser tout ça. Il y a quand même 150 investisseurs particuliers. D'accord. Waouh. Et là, du coup, pareil, c'est un process où j'ai fait un call d'1 heure minimum de présentation. D'accord. Puis après, je réponds aux questions. Donc, c'est entre 3 et 4 heures par personne où je passe. Où Sur les 150 personnes, c'est toi qui as tout. Ouais, c'est ça. Oh, ok. Et encore, 150, c'est qui ont investi. Mais du coup, j'ai dû en faire peut-être 400 Ouais. au D'accord. total. Donc, ça fait beaucoup de travail. Je l'ai fait on va dire, la levée de fonds, ça m'a pris à peu près. Donc, j'ai levé 2 millions d'euros avec D'accord. 150 personnes sur de l'equity, donc des parts de société. D'accord. C'est beaucoup plus dur que sur du token, Ouais. de la crypto ou alors d'immobilier. Je sais pas si c'est Bah, galère aussi. j'expliquerai Ouais. pareil après, parce que je fais Ok. la même chose. Donc, ouais, il y a eu tout ce process-là et ça m'a pris, on va dire, 6-7 mois, Ok. mais au moins 3 mois de préparation. Et après, pendant 4 mois, c'était full. Je prends des calls, etc. Je réponds à toutes les questions. D'accord. Et pareil, là-dessus, c'est mon rôle parce que je suis aussi investisseur de la société. C'est comme ça que j'arrive aussi à avoir la confiance des investisseurs puisque je mets un gros billet dans la boîte généralement. D'accord. Ok. Et du coup, bah, je suis quand même, j'explique les risques. Tout investissement comporte des risques, etc. La startup, etc. Les retours sur investissement possibles. Pareil, ça j'ai le droit de le dire parce que je suis investisseur. D'accord. Tant que ça reste mon propre avis, j'ai le droit de le dire. D'accord. Si tu es un CEO, un entrepreneur qui lève des fonds, c'est un peu compliqué de donner un ROI au potentiel investisseur, tu vois. Ça fait un peu scammy, etc. Donc bref, il y a plein de trucs à connaître d'un point de vue investisseur. Et ça, comment je l'ai appris, bah, c'est plus avec mon parcours où voilà, j'ai gagné beaucoup. Du coup, j'ai aussi, plus tu gagnes d'argent, plus tu es la proie de mecs qui vont te proposer des bons plans. Ouais. Donc tu te fais niquer à droite à gauche. Ouais. Du coup, tu apprends comment ça marche et tu fais en sorte que pas ça se faire reproduise pareil, plus. Quoi. D'accord. Ok. Bah tiens, j'ai expliqué le levée de fonds, ce qu'on fait à peu près la même chose. Alors, je pense que j'ai automatisé peut-être un peu plus ou délégué un petit peu plus pour ma part. C'est-à-dire quand on doit lever des fonds, bah, ce que je fais, c'est que moi je fais un webinaire pour présenter le projet. Toi aussi ou... Là, c'était une vidéo YouTube par exemple. Ok. Ouais, alors moi, j'ai une grosse base mail aujourd'hui. J'ai à peu près 100 000 personnes dans ma base mail. Donc j'envoie des mails pour leur dire que je vais leur présenter un projet d'investissement. Ensuite, c'est pas une vidéo que je mets sur YouTube. Je la fais en webinaire. Donc c'est avec les personnes qui viennent en privé entre guillemets. Donc la vidéo ne sera vue qu'une seule fois. Oui. Sur cette vidéo, j'explique tout le projet. Donc comme toi, tu expliquerais la startup, j'explique tout le projet. Ensuite, à la fin de cette vidéo, je mets un formulaire avec toutes les personnes qui souhaitent être rappelées pour en savoir plus sur le projet et investir sur le projet. Et ensuite, j'ai mon équipe de commerciaux que j'ai formée et qui, eux, vont prendre tous les appels et qui, eux, vont, on va dire, clôturer les deals. Oui. Ce qui permet en une semaine, comme j'ai 10 commerciaux, forcément de multiplier le retour sur le temps qui est assez intéressant. Bien évidemment, en amont, il va falloir former toutes ces personnes-là sur ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Ouais.
Nous, c'est en France, donc en plus avec l'AMF, c'est pareil, il y a des mots qu'on peut utiliser, d'autres mots qu'on ne peut pas utiliser. À la fin de la présentation, on doit dire comme quoi tout investissement comporte des risques, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin, mine de rien, c'est l'avantage d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis aux gens, trouver l'argent, c'est presque la chose la plus simple. À partir du moment où tu as un projet qui tient la route et que tu n'es pas trop bête et que tu sais faire, tu en trouves quand même assez facilement. Et du coup, en termes de volume, tu peux donner un peu de chiffre sur ces 100 000 personnes, par exemple, combien tu as de personnes qui assistent? Là, alors, nous, on a des tickets, on devait lever un certain montant. Donc, si tu veux, on devait lever 400 000 euros. En 2 jours, on avait déjà trop d'argent, donc on a dû refuser des personnes qu'on a mis sur une liste d'attente pour des futurs projets. Okay. Voilà. Après, sur 100 000 personnes, déjà les personnes qui vont ouvrir les emails, on a peut-être que, je sais pas moi, 10 000, 15 000, 20 000, je sais même pas. Des personnes qui vont venir à l'événement, on a peut-être 300. Ouais. Et des personnes qui vont investir, tu en auras peut-être 50. Ok. Voilà. Donc le taux est très faible, mais ça suffit largement pour lever des montants. Et ce qui est bien, c'est justement, moi j'ai créé ma propre plateforme de levée de fonds qui me permet, encore une fois sans utiliser certains mots, mais de lever via des SPV. Je peux lever pour de l'immobilier, je peux lever aussi pour de la startup, je peux lever un petit peu pour n'importe quel projet financier. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, tu as les mêmes... je pense que oui, d'un point de vue légal, genre tu n'as pas le droit de plus de 149 personnes, les trucs comme ça. Exactement pareil, pas plus de 149 personnes. Okay. Pour une SPV, après, je pourrais officiellement faire 3 SPV qui vont investir dans le même projet. Ouais. Donc en fait, tu as toujours des solutions pour contourner qui sont légales, mais je n'ai même pas eu besoin, puisqu'à chaque fois, j'ai voulu faire une levée de fonds. Ça s'est fait automatiquement. Après aussi, j'ai des plus gros investisseurs. Aujourd'hui, comme je fais de l'accompagnement, dans l'accompagnement, les personnes ont rendez-vous avec un courtier. Moi, personnellement, je n'ai pas le droit de récupérer les informations financières, mais le courtier peut les récupérer. Okay. Et donc, si la personne autorise le courtier à nous les divulguer, on sait, on va dire, la personne combien elle a d'apport personnel. Et donc, si on a des personnes aujourd'hui qui ont 1, 2, 3 millions sur un compte qui dorment, entre guillemets, donc si ces personnes sont intéressées pour faire des projets, au lieu même de passer par tout ça, on les appelle, on fait un contrat directement avec l'avocat, et puis derrière, on a les fonds comme ça. Ok, voilà. Ouais, tu parlais de faire par exemple 2 SPV ou faire des choses comme ça. Moi, du coup, j'ai dû en faire 2 parce qu'il y avait des résidents fiscaux français, des expatriés en gros. Okay. Donc, pareil, d'un point de vue fiscal, c'était différent. Parce que je crois de mémoire, c'était une société civile qu'on faisait pour les FR. D'accord. Du coup, il n'y a pas de taxation dessus. Ouais. Mais les non-FR, il y avait de la taxation. Donc, on a fait, je crois, un truc au Luxembourg. Enfin bref, c'est pas moi qui gère la partie juridique. Mais bref, il y avait des trucs comme ça à gérer. Là, d'ailleurs, hier, je viens de faire un virement pour investir dans une boîte. Je vais pas la citer, mais juste expliquer le fonctionnement. C'est en gros, voilà, tout le délire des SPV, fonds d'investissement, etc., c'est galère. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est ils prennent les schémas financiers classiques et pour faire investir plein de particuliers, donc ce qu'on appelle du retail, ils vont faire en sorte de ne pas les regrouper. Parce que, alors, en France et en Europe, le point qui pose problème, c'est de regrouper des fonds pour investir quelque part. Ouais. Ce regroupement, ça implique 149 personnes maximum pour des SPV ou des choses comme ça. Et eux, en fait, ils passent tout ça sur la blockchain. Je crois qu'ils sont à leur... En fait, je crois qu'ils ont fait un premier projet, mais c'était en token, donc ça compte pas vraiment. Et là, le premier projet qui utilise cette technologie, c'est leur société même. C'est pour ça que j'ai investi dans la leur. Et en gros, avec la blockchain, tu investis via un wallet crypto. Tu peux faire aussi en euros, donc je sais pas exactement comment ça marche. Mais en gros, voilà, chaque wallet, si tu as 200 investisseurs, il va y avoir 200 wallets différents. Et en fait, la société qui lève des fonds, tout va être automatisé via la blockchain d'un point de vue administratif, parce qu'ils ont, ça fait, je crois, 2017, je crois, ils bossent dessus, ou 2019, je sais plus, pour que ça soit légal, parce qu'en fait, ils regroupent à aucun moment tous les fonds. D'accord. Juste sur ce qu'on appelle la cap table, donc la table de capitalisation des actionnaires, il va y avoir du coup 200 actionnaires. Ça pose problème, on va dire, pour les VC, les fonds d'investissement qui peuvent racheter ta boîte ensuite, mais comme c'est automatisé via la blockchain, en fait, ils ont fait en sorte qu'il n'y a qu'un seul vote, je crois, et qu'il n'y a pas ces soucis de... il y a 200 personnes. Le problème quand on a une trop grosse cap table, c'est que les fonds d'investissement, ils vont te dire « Ok, tu en as 200, mais on te rachète ta boîte
faut aller chercher les 200 Ouais, personnes 200 pour qu'ils signent. C'est d'accord, chiant. ouais. Et eux, avec leur technologie blockchain, je crois qu'ils ont eu un premier agrément. Bon, je ne vais pas dire de conneries, mais blockchain plus partie légale, ça Ok. fait que tu as 200 virements, ok, mais à la fin, tu n'as qu'une seule signature. Ok. Et du coup, ça automatise tout ça et tu n'as plus besoin d'avoir ces problématiques administratives, de créer un SPV, pareil, où tu as des frais en plus, etc. D'accord. Ok. Donc, voilà, on est un peu au début du go-to-market pour leurs produits et je pense que si ça marche bien, je vais l'utiliser par la suite si jamais j'ai d'autres boîtes. Ok. Comment tu trouves justement ces boîtes qui proposent là? Où est-ce que tu les trouves? Il y a quoi? Il y a un site, en gros, une plateforme où tu as toutes les boîtes qui mettent Alors, leur business plan? oui et non, plutôt non. J'ai envie de dire, même en crypto, c'est plus simple de trouver des projets. Aujourd'hui, tu as Ok. plein de trucs qui référencient. Et vu que crypto, c'est un peu open source, en fait, tu as plein de gens qui apportent leur pierre à l'édifice. Ok. En startup, non. Moi, comment je suis rentré là-dedans? J'étais rentré dans un premier club deal. Donc, ce qu'on appelle un club deal, c'est généralement, tu payes un abonnement annuel D'accord. et tu as accès à des startups, peu importe, genre ça va être une fois par mois. Voilà, il y a cette startup qui veut investir, moi oui, moi non. Et voilà comment ça se passe un club deal. D'ailleurs, je me bats un petit peu là-dessus sur mes réseaux sociaux en ce moment, où dans les club deals, c'est sympa, on te propose juste des deals, mais tu n'as pas de côté éducatif dessus. Ok. Toi, tu as ton écosystème, tu fais de l'éducation sur Ouais. l'immobilier, puis après, tu proposes des deals. Mais sur les startups, tu n'as rien. Tu as juste club deal, et du coup, alors certes, tu n'as pas du tout de charge mentale et tu n'as pas Ouais. besoin de réfléchir, mais tu fais confiance ouais. aux mecs. Alors, généralement, les mecs, ils sont pertinents, mais par contre, ils n'ont pas du tout le même profil d'investisseur que toi. D'accord. Moi, si tu veux, quand j'ai commencé du coup en 2021, bah, j'ai suivi un seul mec, un seul club deal, et ouais, tous les mois, il y avait peut-être un deal, tu vois. Ok. Donc, je mettais entre 5 et 10 000. J'ai suivi plusieurs mois, et ensuite, c'était bear market crypto, et j'avais plus assez d'argent pour suivre. Ouais. Donc, ça correspondait pas du tout à mon profil d'investisseur. Ok. Et du coup, pendant quasiment un an, j'ai plus pu investir parce que j'avais mal identifié mon profil d'investisseur startup. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire de l'éducation autour de l'investissement startup. D'accord. Aujourd'hui, je propose pas de club deal, mais je fais de l'éducation. D'accord. Mais voilà, il y a vraiment cette partie éducative qui est hyper importante. Et sinon, pour en revenir à comment trouver des deals, en effet, tu as des club deals. Ok. Donc moi, Tu aujourd'hui, les trouves comment ces club deals? sur Internet, D'accord. tu en as plusieurs. Après, en francophonie, tu en as très peu encore. Tu en as D'accord. peut-être 3-4. D'accord. Toi, c'est des club deals d'Estonie que tu trouves? Non, même pas des Étrangers? francophones ou francophones expatriés, généralement. D'accord. Ok. C'est vrai que on va dire la startup, c'est un peu comme la crypto, tu as plein de vocabulaire compliqué. D'accord. Et du coup, aller chercher des boîtes sur du vocabulaire compliqué, pour moi, c'est un peu galère encore. D'accord. Même si j'investis sur des startups à l'étranger aussi. Mais voilà, Club Deal FR. Et donc ça, tu as les Club Deal dits payants. J'en ai D'accord. 3, je crois. Et après, je suis dans des clubs d'être entrepreneur ou des choses comme ça. Pareil, je suis dans beaucoup de clubs. Je pense que je dois dépenser 2000 euros, ouais, même plus. Ouais, 2000 euros par mois juste à être dans des clubs, faire du network, etc. D'accord. Ok. Et après, pareil, t'as plus des communautés de business angels. Alors ça, Ok. je suis pas fan. Genre les business angels de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou les trucs comme ça, tu vois. C'est des mecs, ils ont 50, 60 ans et ils ont des tests d'investissement très stricts. D'accord. Du coup, tu leur proposes un truc en token, equity, Ils je sais pas quoi, ils vont comprennent pas y aller. Ouais. Et ils sont très fermés. Et moi, là où, sur une thèse d'investissement stricte, moi, on va dire, j'ai pas du tout de thèse. Ouais. En fait, moi, je vais là où il y a l'argent, où il y a l'opportunité. Donc, j'ai des secteurs comme de la food tech, donc tout ce qui est alimentaire. Ouais. Je peux très bien avoir, j'ai une sorte de fonds d'investissement immobilier même. Ok. Pareil, là, j'ai eu un financement avec une obligation D'accord. de la société, pas une obligation d'un deal. Ok. Enfin bref, j'ai plein de trucs différents et je vais là où je pense que l'opportunité, le coût d'opportunité est hyper intéressant, quoi. Ok. Et c'est vraiment, je m'entoure un maximum de network et pareil, vu que je suis expatrié, je voyage beaucoup, bah, je rencontre beaucoup de monde et c'est comme ça que j'arrive à me créer mon réseau. C'est D'accord. comme ça que j'arrive à trouver des opportunités. Pareil pour la dernière boîte Freegum, c'est le fils du CEO qui Ok. m'avait contacté parce que on se suivait vite fait, il faisait du contenu lui sur YouTube, moi aussi. Et voilà, il m'avait contacté il y a un an en me disant mon père il lève des fonds, est-ce que ça t'intéresse? J'ai fait le curieux, j'ai rien compris Ouais. parce que c'était trop tech. Trop tech et trop de valorisation à lever. Enfin, il y avait 2 millions et j'avais jamais fait ça. Du coup, voilà, j'avais laissé passer.
Puis au final, il était revenu me chercher, etc. Donc au final, ça s'est fait. Mais voilà, faut être hyper ouvert aux opportunités, être curieux de partout. Et dernier point, sûrement faire une vidéo dessus, mais le truc le plus simple pour trouver des deals startup, généralement ils sont mauvais, mais c'est pas grave. Tu vas sur LinkedIn et tu mets Business Angel. Et là, tu as plein d'entrepreneurs qui t'envoient leur pitch deck de présentation parce que voilà, ils ont besoin d'argent, donc ils vont aller te chercher. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus simple à faire. D'accord, pour trouver des deals. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a combien, en termes de pourcentage, de startups qui réussissent? Il y a un chiffre comme ça ou... Je pense que c'est compliqué. Par contre, il y a une vraie idée reçue là-dessus. On se dit, 9 startups sur 10 vont échouer. C'est vrai ça ou c'est des conneries? Alors, tu sais, c'est comme quand... On va dire ça touche à l'entourage et moi je suis entouré que d'expatriés, d'entrepreneurs, etc. Donc j'ai oublié ce que c'était la rat race en France, tu vois, et des trucs comme ça. Pareil pour les startups, en fait je suis tellement bien entouré que j'en vois très peu échouer dans mon entourage. Mais oui quand même, si je prends LinkedIn, oui, parce que j'ai quand même plusieurs deals par semaine qui viennent à moi. Et la plupart je dis non, parce qu'en fait c'est des mecs qui ont juste une idée, ils ont peut-être un brevet, ils ont ci, ils ont ça. Ils n'ont pas la vision, pas l'expérience et surtout la ténacité. D'accord. Pareil, on va dire, j'accompagne actuellement vraiment une boîte à faire un exit, donc à se revendre. Et là-dessus, c'est que, pour pas trop donner de détails, en gros, tu as un entrepreneur qui a une vision, il lève des fonds parce que le marché il est hypé. Donc, notamment en 2021 où les valorisations de boîtes étaient énormes, que ce soit crypto ou même startup classique. Il lève des fonds. Pendant 3-4 ans, tu as du mal à trouver un produit qui fit le marché. Et derrière, pour revendre, c'est compliqué parce que en fait, ça fait 3-4 ans que tu trouves pas ce qui marche. Du coup, tu en as marre, tu vois, et tu laisses tomber. Et du coup, c'est pour ça que le CEO, on investit sur le CEO, c'est ça qui est le plus important. Et beaucoup ne sont pas faits pour tenir des gros projets. Là, je prends l'exemple de Frigom. Donc le CEO, Bernard, ça fait... on va dire, pour faire très simple, on déploie une infrastructure Internet, un nouvel Internet, grossièrement. Et ça fait... alors déjà, dans les années 90, il bossait sur le Minitel, le Internet, etc. Donc, il était là-dedans. Donc, voilà, là, ça fait 35 ans. Il y a 10 ans, il a commencé à travailler sur le projet actuel, Frigom. Et il a ouvert la société officiellement en 2019. Mais voilà, grossièrement, ça fait 7-10 ans qu'il bosse sur ce projet. Et là, on fait à peine le go-to-market, c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds. Mais du coup, si tu te dis pendant 7 ans, il ne s'est pas payé, il a dépensé de l'argent pour les brevets, tout ça sur fonds propres, il va pas lâcher dans 2 ans, tu vois. C'est clair, ok. Donc c'est vraiment... C'est plutôt investir sur la personne, bien évidemment sur le projet, mais ce qui compte, c'est surtout la personne qui est derrière que le projet. Ça. Et je prends une autre anecdote. Peut-être ma 10e startup, un truc comme ça. Enfin, la première où j'ai mis un très gros ticket, c'est un ami d'enfance, on va dire. Et cette personne, en fait, il avait fait déjà une première boîte où il a fait un exit un peu raté. En gros, on lui avait proposé une grosse somme à plusieurs millions, alors que sa boîte, elle avait à peine 6 mois, et il était très jeune, il avait 18 ans. Il a dit non, et au final, il l'a revendu 1 an après, beaucoup moins cher. Et pour s'excuser, entre guillemets, de cette erreur par rapport à ses premiers investisseurs, il lui aura offert des parts dans sa nouvelle startup. Et aujourd'hui, ces parts, alors pour donner des chiffres, ça doit être minimum entre 50 000, voire 200 000 euros gratuitement, parce que tu as soutenu un entrepreneur qui a fail au début, tu vois. Tu te crées aussi ton réseau, et si tu soutiens un entrepreneur, tu sais que même s'il fail, ça te récompensera par la suite, quoi. D'accord, ok. Tu payes ton réseau comme ça aussi. C'est quoi ces boîtes qu'il a fait? C'était dans un truc de boisson. C'était un gros groupe qui voulait le racheter. Et au final, il a dit non. Et du coup, le gros groupe, il a mis des moyens en place pour le copier. Et là, actuellement, moi, je ne vais pas le citer, mais il est passé sur M6, qui va être mon associé, etc. Donc, grosse boîte, Quand tu fais des investissements sur startup, en général, ton but, c'est quoi? Ton but, c'est de rester le plus longtemps possible dans la startup, ou toi, tu t'investis, une bêtise, tu achètes, je sais pas moi, 10 parts, 100 euros, et tu veux les revendre dans 3 ans, 300 euros. C'est quoi ton but? C'est d'acheter les parts et juste d'attendre et après de les revendre, d'acheter, de conseiller, d'accompagner et de rester le plus longtemps possible, ou ça va dépendre de la startup que tu vas choisir? Je pense que ça dépend plus de ton profil d'investisseur. Du style, voilà, si tu as 60 ans, tu vas faire en sorte de faire tes exits, donc de revendre au plus vite.
Et ouais, ça dépend vraiment du profil. Du style, si... Tu n'avais pas fait une vidéo où justement, toi, tu disais, ce qui t'intéressait, c'était d'investir, mais en même temps, si tu pouvais un minimum accompagner la personne sur quelques conseils, c'était quand même plus sympa. Ouais, carrément. Bah, c'est ce que j'ai fait avec Frigom, où Ok, voilà ça. pendant un an, on va dire, on a cherché ensemble la façon dont s'implanter sur le Web3. Ok, Et aujourd'hui, je prends un poste à temps plein avec eux. d'accord. Parce que j'ai fait tout ce travail-là. Mais oui, c'est ce qui me fait kiffer le plus. Après, si tu mets des petits tickets, genre 5-10 000 euros, Oui. clairement, ça t'intéresse moins. Ouais, c'est clair. Donc ouais, ça dépend de ton profil d'investisseur. Là, par exemple, en crypto, alors moi, je continue à investir énormément en crypto-monnaie. Ok, Justement, j'essaye de sortir de plus en plus de la crypto pour aller sur d'autres types d'investissements, D'accord. notamment la startup. Ça permet de sécuriser des fonds. Et ce que j'aime bien avec la startup, c'est que tu peux avoir un gros retour sur investissement avec des risques mesurés. Et là, je vais un peu à l'encontre des 9 startups sur 10 échouent. Parce qu'en fait, moi, j'achète aussi des actifs dans les boîtes. d'accord. Je fais en sorte que les boîtes elles soient valorisées un minimum, mais qu'elles aient des actifs, ou même si le projet ne marche Actif pas, physique. ouais, D'accord. physique, des brevets principalement, des choses D'accord. comme ça, même si le projet ne marche pas, tu peux revendre et tu récupères au moins une partie Ta mise. de tes fonds, quoi. Sur la partie crypto, là, si ça se passe bien, le bull run 2024-2025, bah, si en fait j'ai fait énormément d'argent en crypto, j'ai pas forcément d'intérêt de sortir, de faire un exit des startups qui sont peut-être en multiples. D'accord. Donc voilà, ça dépend vraiment de ton profil. Mais généralement, oui, je préfère investir sur la team, sur le CEO et de l'accompagner un minimum D'accord. que j'ai des pieds dedans et que voilà, si je mets plus de 100 000 dans une startup, Ouais, que tu j'ai vois envie ce de qui les se passe. accompagner Ouais. long terme. Et... Donc en gros, ce que tu as fait, c'est que tu as commencé en crypto, ça a monté, ça s'est un petit peu cassé la gueule, et enfin bien cassé la gueule, je crois. Ouais. Et c'est remonté, tu t'es dit, bon, pour éviter que ça, peut-être ça se recasse la gueule, je vais me diversifier dans de la startup. Mais de ton côté, tu investis quand même toujours en crypto. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je suis jamais sorti énormément de la crypto. Voilà, c'est monté. Quand ça recommençait à redescendre, bah, je suis tombé en même temps sur la startup. J'ai commencé à diversifier. Ok, Après, c'est trop descendu, j'avais plus assez. d'accord. Après, j'ai repris petit à petit. Et là, voilà, aujourd'hui, je mets. Alors, je pense que je me calme un peu parce que là, j'ai mis 3 gros tickets dans 3 startups. D'accord. Mais je continue à faire des petits tickets startups, voilà, 5-10 000 par là. Donc, ça me permet de sécuriser de la crypto pour aller sur des startups. D'accord. Et ouais, le but pour moi, c'est de me désexposer de la crypto. Plus on avance sur le marché haussier, Ok. plus je me désexpose. Ça me permet de sécuriser et d'aller sur d'autres marchés D'accord. financiers, quoi. Ok. Tu penses quoi de l'avenir de la crypto? Alors, Dans et- 15 ans, tu penses que ce sera comment? alors peut-être il y a un an, je t'aurais répondu. Il y a 2 ans, je t'aurais répondu c'est Complètement trop bien to différent. the moon. Ouais. Il y a un an, je t'aurais dit c'est la merde. Ouais. Et maintenant, je te dis ça va, mais ça sera bien différent. Ok. Et tout ça, en grande partie grâce à Frigom, la boîte où j'ai levé des fonds. D'accord. Parce qu'en fait, je me suis fait un réseau de malades dedans. Et c'est pour ça que j'adore être dans cet écosystème. Je prends un exemple. J'étais en call avec une des 8 personnes qui est citée dans le white paper de Bitcoin. D'accord. Dans le papier Bitcoin qui dit comment ça marche, tu as 8 personnes. Et j'étais en call avec une des personnes là. Donc voilà, j'apprends énormément. D'accord. Je suis vraiment en contact avec des gros experts de ce milieu. Ces experts, ça ne veut pas dire qu'ils définissent l'avenir de la crypto ni rien. Mais on va dire, pourquoi il y a un an je t'aurais dit c'est la merde? Parce qu'il y a des grosses problématiques d'un point de vue finance et d'un point de vue on va dire cybersécurité, notamment avec le quantique. D'accord. D'un point de vue finance, pourquoi? Parce que là on le voit, il y a les ETF Bitcoin, ETF Ethereum. Ok. Et ça veut dire que ils veulent prendre la part de leur gâteau. On va dire les gouvernements, les élites financières. Et pour faire ça, on va faire en sorte d'amener un maximum de particuliers à investir pour manipuler encore plus le cours. Comme on le fait sur les marchés financiers classiques. Et là-dessus, si on rapporte aussi à la partie quantique, donc les ordinateurs quantiques, aujourd'hui sont en capacité de réduire à zéro les crypto-monnaies. Pourquoi? Globalement, on peut dupliquer un bitcoin. Et si on duplique un bitcoin avec un ordinateur quantique, la trust, elle est perdue. Du coup, tout tombe à zéro. Et ça, le quantique, c'est d'actualité, mais personne n'en parle. En gros, tous les gouvernements, principalement en Chine, ils utilisent déjà le quantique pour l'aérospatial et des trucs comme ça. Et puis, il suffit de regarder, tu regardes ordinateur quantique, les trucs comme ça, tu as tout le temps des news dessus. Ouais. En gros, les ordinateurs quantiques sont là. Ils peuvent... on
ne sait pas s'ils sont en capacité de détruire la crypto, de dupliquer un Bitcoin aujourd'hui. En tout cas, ça se compte en jours. Donc peut-être d'ici 100 jours, 200 jours, c'est possible. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de le faire aujourd'hui. Le marché crypto est trop petit encore. Parce que si tu dupliques un Bitcoin et que Et tu fais tomber maintenant. Tu vas récupérer 100 milliards. Enfin, j'en sais rien. Ouais. Tu vois. Donc, c'est pas assez. Donc, ils vont peut-être essayer de le faire grossir x10 et le faire à ce moment-là. Ou peut-être jamais, ou peut-être oui, ou peut-être t'as juste un génie qui va le faire dans son coin et il n'aura pas conscience des risques, conséquences. Il va s'amuser et puis terminer. Ça. Et du coup, autre point avec Frigom, c'est que Frigom, sans trop en dire, a la possibilité de résoudre ça. Et on travaille quand même avec les plus gros experts, les créateurs d'Internet, ce qu'on appelle le TCP/IP. Le mec qui est cité dans le white paper du Bitcoin, enfin bref, des mecs comme ça qui sont présents dans l'écosystème cryptographique depuis les années 90. Donc, la solution est là. Et on va dire, Frigom est capable de sauver le monde crypto. Ce sera un petit peu différent. Mais ça va pouvoir le faire. Et si les gouvernements décident, peut-être que je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas. Imaginons les gouvernements décident, ok, on interdit la crypto. On lance notre propre crypto. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible de l'interdire? Oui, alors il y a toujours possibilité, parce que on va dire la problématique, c'est sur ce qu'on appelle, en français c'est pareil, c'est une ramp off, ramp on. En gros, comment tu passes de la crypto au fiat, à l'euro. En gros, tu dois passer par un exchange, tu fais ton KYC, donc ils connaissent ton identité, etc. Donc ils peuvent toujours interdire cette partie-là. Après, vu que je suis entouré d'expats, etc., je ne sais pas à quel point, on va dire, la rat race en France en est, mais on se rend compte de plus en plus que les médias sont manipulés, etc. Même, je crois que j'ai écouté hier par rapport à Donald Trump, la balle qui s'est prise. T'avais tous les plus gros médias qui disaient ouais, Donald Trump est tombé par terre, mais sans dire qu'il s'est pris une balle, quoi. En bref, que des trucs comme ça. Donc, dans tous les cas, c'est de plus en plus. Enfin, ça a toujours été manipulé, mais les gens s'en rendent compte. Et je pense que ça va être compliqué de faire un retour en arrière du style on a fait les ETF Bitcoin, Ethereum, faire un pas en arrière en disant ok, on interdit tout. Je pense que ça me paraît compliqué. Enfin, c'est quand même dispo sur les plus gros brokers aux US. Tu as des pays comme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais la monnaie locale, c'est le Bitcoin, donc le Salvador. Donc ça me paraît compliqué aujourd'hui de faire un pas en arrière quand même. Et après la crypto, est-ce que c'est pas le meilleur moyen aussi pour contrôler l'argent des gens? Ouais, carrément. Parce que, en fait, aujourd'hui, on s'en sert pour faire des échanges, etc. Les gens pensent faire des échanges. Mais si, encore une fois, j'ai bien compris le principe de la crypto, c'est qu'en fait, chaque échange que tu vas faire est enregistré dans une blockchain et que tu vas retrouver dans chaque Bitcoin. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'auras plus aucune solution. Imaginons, je sais pas, tu gagnes 100, on te donne 100, un montant en Bitcoin. Si tu veux pas déclarer ou quoi que ce soit, il sera traqué automatiquement. C'est-à-dire que là, l'argent, en réalité, il est sorti aujourd'hui sous forme de c'est trop cool la crypto, c'est un petit peu fait exprès pour sortir du système, tu peux faire des échanges sans qu'on te voit. En réalité, on vous fait croire ça, vous êtes tous contents avec votre crypto, mais par contre, vous vous rendez pas compte qu'on est en train de vous contrôler encore plus avec une monnaie qui est la plus contrôlable que possible, parce qu'un euro, tu peux pas le contrôler, entre guillemets, un échange d'euros. Par contre, un échange de crypto, il est automatiquement contrôlé. Si je comprends bien. Après, tu as même, on va dire, le cash, donc payé en billets, etc. Ça, c'est le mieux. Ce qui va disparaître petit à petit. Après, l'euro, déjà, quand tu fais des virements, là, c'est assez contrôlé. C'est suivi, Et puis même si tu as des banques, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, toutes les banques dans l'Union européenne communiquent ensemble. Donc voilà, déjà, tu es pas mal contrôlé. Et crypto, tu es full contrôlé, là. Alors, on va dire c'est pseudonyme, parce que tant que tu dis pas cette adresse, elle est à moi, ils peuvent pas le savoir. Mais en fait, tu as toujours la connerie humaine, enfin l'erreur humaine, même moi, bien sûr, j'ai dû en faire. Bon, je déclare mes cryptos, donc c'est pas un problème. En gros, c'est à partir du moment où tu relis une adresse à toi à un compte Binance, Bybit ou autre, on peut te retracer facilement, quoi. Après, te retracer, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour faire de la taxation rétroactive sur je ne sais quoi? Pourquoi pas, mais on n'en est pas encore là. Donc, Non, je pense qu'on n'est pas encore là. Mais c'est peut-être que dans 20 ans, on aura sorti quelque chose
aujourd'hui, la crypto, de manière générale, les gens, quand on parle, on trouve ça cool, etc. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pas la meilleure monnaie contrôlable de la Terre qui ait jamais existé? Ouais, bah, en fait, même pour te dire un truc, et je pourrais pas trop donner de détails, justement avec Freegum, toute la partie technique, ils ont découvert ça. C'est que, on va dire, le white paper de Bitcoin, il y a une partie qui est reprise d'un document qui a été publié par la NSA, si je dis pas de conneries, dans les années 95-2000 par là. Et en gros, il y a des corrélations où voilà, le Bitcoin, ça vient pas juste d'une personne dans sa chambre comme ça. Ouais. Ça vient potentiellement on va dire d'élites financières aux États-Unis principalement. Ok. Qui aurait lancé ça. Après, ça a pris la tournure que ça a aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est anticipable? Je pense pas, c'est un peu compliqué. Mais, puisqu'entre la censure, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on en est là. Et oui, les gouvernements vont faire en sorte de l'utiliser aussi comme un outil pour contrôler à terme. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour contrôler la monnaie. Après, est-ce que c'est le but aussi de contrôler à 200% la monnaie? Je pense que le cash, il existe encore aujourd'hui. Ça rapporte aussi à l'État, faut pas rêver. Quand on regarde, même dans les pays de la Colombie, etc., la drogue, tout ce que ça rapporte, Ouais. ils n'ont aucun intérêt, dans le fond, à supprimer ça, parce qu'on sait très bien que tout le monde mange dessus. Mais bon, ça, après, c'est des débats un peu trop compliqués. Mais je pense que aujourd'hui, ça a le côté un peu cool, etc. Mais attention à demain, parce que le principe de la blockchain, c'est qu'on peut tout contrôler, que chaque échange est contrôlé, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as vu, par exemple, des clients à toi qui investissent en crypto ou qui veulent faire de la crypto contre de l'immobilier? Ils t'ont déjà demandé s'ils pouvaient investir en crypto, par exemple? Ouais, j'ai un appartement au Mexique. On m'a demandé si j'étais d'accord pour le vendre en crypto. Ok. Moi, j'ai dit oui, aucun souci. Je m'en fous. Ça me dérange absolument pas. Enfin, pour moi, c'est de l'argent. Non, par contre, mon notaire, je crois que c'est toujours la seule. Il a fait une transaction crypto-IMO. Ok. Parce qu'elle est légale. Et je crois que c'est comme notaire qu'il a fait en France. Seul point qui a été compliqué, c'est qu'ils ont dû bloquer le cours à un certain montant. Ouais. Parce que comme ça fluctue vachement, je crois qu'ils l'ont bloqué sur une semaine. Ah ouais, ok. Qui peut paraître peut-être quand même énorme, parce qu'en une semaine, ça peut largement se casser la gueule ou monter. Heureusement, il n'y avait pas eu trop de variations, mais ils ont bloqué le cours et ils ont pu faire la transaction. Ok. Et concrètement, sur comment ça a été possible, c'est que le acheteur-vendeur, ils étaient d'accord pour faire crypto. Ouais. Et du coup, sur l'acte, tu as l'adresse à envoyer ou... Alors, je ne sais pas comment techniquement ça a été possible, mais non, en fait, je pense qu'ils ont simplement fait un changement crypto-euro peut-être une semaine avant, et ensuite ils ont payé comme ça. Ok. Voilà. Ok. Mais oui, ça s'est fait, ouais. Ok. Ça s'est fait. Au Mexique, on m'a proposé, je crois qu'à Dubaï, tu peux aussi. Ouais, à Dubaï, tu peux, ouais. À Dubaï, tu peux. Dans d'autres pays, ouais, tu peux... généralement avec des constructeurs assez reconnus. Ouais, exactement. Ils acceptent la crypto. Exactement. Ouais. Bon, mais moi, si la personne voulait m'acheter en crypto, j'aurais aucun problème par rapport à ça. Ok, ouais. Et t'as vu aussi des solutions apparaître, genre tokenisation immobilière, des choses comme ça t'intéresse Alors oui, je trouve ça super intéressant. Ta tokenisation immobilière, il parlait même de tokeniser, ça se fait déjà peut-être, certaines personnalités. Je sais pas, j'ai une connerie, tokeniser Cristiano Ronaldo par exemple. Ouais, ce serait super intéressant parce que ça permettrait de dématérialiser ton bien immobilier, d'en faire un produit financier et de pouvoir justement vendre des parts à 3 fois rien. Donc ce serait clairement très intéressant. Là-dessus, la dernière boîte où j'ai investi, justement, ils font cette technologie blockchain. Ok. En gros, ouais, ils peuvent créer des titres financiers d'un actif, donc sur l'immobilier, je pense aussi. Et ils disaient que la grosse problématique, c'est le marché secondaire, où là, tu as besoin d'une très grosse licence et aujourd'hui, personne n'a réussi à l'avoir. Je ne sais plus le nom. Mais en gros, ça te permettrait d'avoir une bourse d'échange, genre, tu vois, comme le Nasdaq, mais en mode marché secondaire pour des sociétés privées. Et dans ce cas-là, ça sera un truc de dingue, mais je pense que ça n'arrivera pas d'ici 10 ans, tu vois. C'est qu'en gros, tu pourras avoir des startups qui vont sur ce marché et du coup avoir de la cotation en temps réel de startups. Mais du coup, ce sera un truc assez dingue à voir parce que j'ai envie de dire aussi l'avantage aujourd'hui des startups, c'est que tu investis sur une valorisation et tu ressors sur une autre.
généralement plus-value Ouais. si ça se passe bien. Ouais. Mais du coup, en fait, tu n'as pas de la cotation en temps réel. D'accord. Et c'est aussi un confort mental de se dire, voilà, tu as les marchés financiers, ils font Oui. x10, ils crachent. Mais en fait, vu que tu es plutôt sur un marché de valorisation, eh bien, c'est plutôt des gaps. D'accord. Et du coup, ça te permet de ne pas être, on va dire, soumis aux mêmes fluctuations que les marchés Ok. financiers classiques, quoi. Et t'as quel âge là, Elliot? Je viens d'avoir 26. Ok. Je vais reprendre un peu de manière générale. Comment à 26 ans, t'as fait quoi comme étude? Je fais 3 ans STAPS et après 2 ans école de commerce, mais je suis parti un mois de la fin parce que je voulais pas de diplôme. Non, tu voulais pas de diplôme sans rigoler? Ouais, je me suis dit, bon, je gagne suffisamment avec ce que je fais. Si je n'ai pas de diplôme, comme ça me permet de faire tout par moi-même. Et Ok. puis voilà. Ah, c'est marrant. T'as refusé, toi? Ouais, bon, après, il y avait un petit dossier à rendre, mais je voulais pas le faire. Ok, d'accord. J'ai fait à peu près la même chose. C'était à la fin de mes examens. Et bon, j'ai arrêté avant parce que je trouvais ce que j'apprenais, ça me servait strictement à rien. Et t'avais bossé chez Decathlon, non? Ouais, ça. Ok. Comment, on va dire un petit jeune, bah, même si dans ton milieu, tu es peut-être plus très jeune, tu restes quand même jeune, ou je commence à être vieux. Comment tu sais tout ça? Comment tu t'es formé? Comment tu as, on va dire, refusé ce que le système te proposait? C'est un petit peu ça, non? Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu avais une vision du système que tu as complètement refusé. Le fait d'être salarié, de t'endetter sur 30 ans pour t'acheter une maison, te marier tout de suite, avoir des enfants, une femme, un chien, Ouais. et puis être le plus heureux de la Terre. Tu as décidé de refuser tout ce système-là. Tu t'es barré complètement dans le nord, en Estonie. C'est ton premier pays de... Ouais, c'est ça. Ok. Comment tout ce chemin-là s'est fait? Est-ce que tu le recommanderais à un petit jeune qui a un mois de passer son diplôme? Est-ce qu'il doit aller au diplôme et est-ce qu'il doit arrêter avant? Bah, ça, difficile de répondre. Mais en gros, moi, j'ai toujours, alors pas entrepris, mais je sais pas, je cherchais toujours des petites failles à faire. J'ai commencé dans les paris sportifs à l'époque, donc j'étais mineur. Et après, en fait, je commençais à parier à l'étranger pour justement avoir des meilleures cotes. Donc, je me Ok. disais, ok, sur un même pari, là, je peux gagner 1,8, là, je peux gagner 1,9, 1,95, tu vois. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et d'ailleurs, Asher, donc le youtubeur crypto numéro 1, parlait des paris sportifs. Et après, il a switché sur la crypto. C'est comme ça que j'ai découvert un petit peu ce milieu-là. D'accord. Mais Tu, c'était vraiment, tu le suis, lui, sur... Ouais, ouais. Ok. Il fait de l'IMO un peu aussi, lui, je crois, hein. Je sais pas du tout. Ouais. Mais j'ai des anecdotes sur ces sociétés que je peux pas trop communiquer. Ok. Mais ouais, c'est un bon C'est entrepreneur. un bon entrepreneur, ouais. Parce que je crois qu'il achète une maison dans pas longtemps. Ok. Ouais. Et ouais, du coup, tout le temps à chercher une petite faille, à chercher des choses comme ça, tu vois. J'ai fait mon parcours classique de, on va dire, d'études. D'accord. Je travaillais beaucoup à côté. J'ai cumulé jusqu'à 3 tafs en même temps. Ok, wow. Alors, bibliothèque universitaire, je distribuais des prospectus et intérim le week-end. Ok. Donc vraiment, en fait, je voulais de l'argent pour en faire derrière. D'accord. Je savais pas trop pourquoi, mais voilà, pour faire ça. Et ensuite, ouais, je me suis dit, ok, tu vois, je me comparais au salaire de mes parents. Ils gagnent X. Bon, en plus, c'était... enfin, bien sûr, ils sont beaucoup plus âgés, donc généralement, plus t'es âgé, plus ton salaire augmente. Du coup, je me comparais, je me dis, comment je peux faire pour gagner autant qu'eux rapidement, tu vois, genre Ouais. avant mes 30 ans. Et du coup, j'avais commencé à me faire mon plan, du coup, chez Decathlon, où je me dis, ok, là, je fais un stage. Là, ensuite, je fais mon alternance. Ensuite, je deviens manager. Donc là, je vais être à 1 800 par mois, après 5 ans d'études quand même, donc c'est pas ouf. Après, je me dis, ok, donc là, je peux prendre la direction d'un petit magasin. Là, je monte, et 30 ans, j'arrive à 2600. Ah putain, c'est pas ouf. C'est pas grave, je vais faire ça et je vais essayer de trouver Ouais. d'autres trucs. Du coup, c'était un peu ça le cheminement en mode, plus tu prends des postes à responsabilité et plus tu vas gagner gros. Et pour prendre ces postes à responsabilité, faut endurer du stress. Et je l'ai commencé dans mes études où en gros, pour citer quelques trucs, à STAPS, donc à la fac de sport, fallait faire des événements bénévoles le week-end et en fait ça te faisait une note. Et la plupart des gars, ils prenaient, je sais pas, une course de vélo, Ouais. un marathon ou des trucs comme ça un peu basiques. Et moi j'ai vu à Cannes, Red Bull Air Race, Ouais. donc la course de Red Bull, je fais ah c'est dingue ça, vas-y je vais y aller. Mais c'était hyper stressant et déjà j'ai galéré pour être pris. D'accord. Et ensuite, j'étais manager et j'ai managé
peut-être 40 personnes sur le week-end. Ok. Alors, je connaissais zéro en management. C'était des mamies qui m'aidaient à me dire quoi faire et tout. Mais je me bougeais le cul et je sortais de ma zone de confort. Et voilà, je me suis toujours dit, voilà, je prends responsabilité, je vais gagner comme ça. J'aime bien imager comme ça où tu as une charge de travail ici, donc ton stress, on va dire, il est à 100%. Mais si tu te rajoutes de la charge de travail, bah, ton stress, il est toujours à 100% parce qu'il ne peut pas monter plus haut. Ouais. Donc au final, quand tu redescends un peu en charge de travail, ton stress, il baisse. Ouais. Donc tu arrives à 80% et tu es au même stade qu'avant. Et du coup, à chaque fois, tu t'augmentes et tu encaisses plus de stress. Et pareil pour tout ce qui est expatriation et tout, voyage. Là, avant, honnêtement, j'étais stressé et un peu inquiet de voyager. Maintenant, vu que je prends l'avion tous les mois, bon, tu vois, c'est bon, c'est passé, tu vois. Donc, je me suis forcé à le faire, entre guillemets. Et c'est le même principe où tu dis à un mec, viens, on va là. Genre, imagine, il est en vacances en France. Tu dis, vas-y, viens demain en Estonie, tu viens chez moi, je t'héberge et tout. Le mec, il va faire, ah ouais, mais il y a l'avion, faut que je prenne le train pour aller à l'avion, etc. Donc, il va stresser et tout. Mais vu que j'ai pu augmenter mes niveaux de stress assez haut à chaque fois, eh bien, ça me permet de prendre en responsabilité. Donc, je l'ai vu comme ça. Je continue chez Decathlon. En même temps que j'étais chez Decat, il y avait la crypto qui commençait à faire de l'activité pas mal. Donc, en gros, je travaillais, mais j'étais sur mon tel aussi à regarder des trucs. Bon, c'était assez nocif, mais je pense que ça m'a mis, on va dire, tous les erreurs du débutant, je les ai fait à ce moment-là, tu vois. Donc, je prenais des trades à levier en même temps que j'étais à Decathlon, tu vois. Je faisais ça, je faisais la caisse et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Je faisais pareil. Bon, moi, c'était pas le sur de crypto, mais c'était. Tu recherchais des biens sur le bon coin. Non, mais même, je faisais du trading il y a longtemps. J'avais une ex qui était trader dans un fonds d'investissement. Et du coup, c'est du trading. Et c'est hyper addictif, en fait. Ouais. Et tu regardes toutes les 5 minutes. Donc, bien évidemment, moi, c'était une plateforme qui s'appelait Plus 500, où tu pouvais faire de l'effet de levier à fond. Ouais. Donc, tu mettais, je dis une connerie, 100 €, ça te faisait un effet de levier, je crois que c'était x100. Bon, après, tu mettais 1000, tu mettais 10 000. Donc, le moindre pourcentage qui montait, tu étais super content. Et puis, quand ça baissait, tu avais tout perdu. Ouais. Et sur le Forex, autant les actions, ça ferme le soir. Autant les Forex, ça tourne tout le temps. Ouais. Donc même la nuit, je me réveillais pour regarder la moindre fluctuation. Ça devient complètement addictif. Et dans le fond, tout le monde perd de l'argent. Et le week-end, t'as les cryptos. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est pas bon de faire comme ça, je pense. Ouais. Donc je faisais un peu de tout ça. Et puis, je me suis commencé en même temps à m'intéresser à l'immobilier. Puisque je me suis dit, OK, si je gagne 2006 à 30 ans, c'est cool, mais bon, il y a mieux. Et encore, je trouvais ça vraiment bien à l'époque. Et du coup, immobilier, j'ai pris ta formation et j'ai compris beaucoup de choses aussi d'un point de vue cash, argent, etc. Parce que quand on part, j'aime pas dire je pars de rien, puisque tout le monde part de rien entre guillemets généralement, mais tu parles pas forcément de... Avec mes parents, je parlais vite fait, je sais avec mon père, il investissait en bourse, mais rien de plus, tu vois. La vision de l'argent était complètement différente. Et toi, justement, tu m'as apporté une vision de l'argent, gestion du cash, tu as des leviers bancaires, tu as plein de trucs qui existent. Du coup, ça m'a apporté tout ça, la formation, même si je n'ai pas investi en IMO. Donc, ça m'a fait un premier pas en mode, j'apprends de quelqu'un qui fait déjà de l'argent, tu vois. Et c'était vraiment ça le point important, l'entourage. Okay. Et du coup, petit à petit, j'ai continué crypto. Mais jusqu'à, on va dire, 2021, j'étais pas du tout entrepreneur. J'étais vraiment investisseur. Il y avait une opportunité crypto, je l'ai prise. Ça, j'ai eu de la chance aussi. Je m'en suis bien sorti, même si j'ai perdu beaucoup aussi. Et voilà, petit à petit, en investissant en start-up, eh bien, c'est là où tu te rends compte qu'il y a l'économie un peu plus réelle que la crypto ou même les marchés financiers, où tu spécules. Mais la startup, tu investis sur un truc concret, tu peux voir l'évolution quoi. Okay. Et du coup, les premières startups, je suis juste en mode passif. Et puis, plus je mets des gros tickets, surtout une en particulier, plus je m'implique et plus je me dis, ah ouais, putain, cet écosystème, il est hyper intéressant. Et voilà, j'en suis arrivé un peu à là aujourd'hui où, quand tu investis en startup, tu es obligé de regarder plein de choses. Ouais. Et ça, du coup, c'est de ma formation en école de commerce, analyse financière. J'ai des bases, mais honnêtement, je m'en sers. Je pense pas vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus une vision où, en 5 minutes, je sais si j'investis ou non, qui se base sur un ressenti, qui se base sur une expérience de ces dernières années. Mais c'est vraiment en mode, je vois rapidement des failles dans les startups, parce qu'en fait, j'en ai vu tellement en amont,
j'ai vu tellement de modèles économiques différents, Ok. surtout en crypto. Enfin, je vois des trucs de fou. Genre, tu dis, le mec, il prend 0 frais, tu creuses un peu et tu captes où est-ce qu'il gagne de l'argent. Ok. Généralement, c'est un peu comme le système des banques où le mec, il arrive à faire un deal avec les validateurs de nœuds qui lui fournissent de la liquidité pour 1 an en amont. Ouais. Du coup, il a 1 an de trésor en amont qui le fait travailler lui. Enfin bref, tu as plein de mécanismes possibles. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir vraiment une vision globale et de connaître plein de projets différents qui font plein de choses différentes. Et du coup, ça a été un peu ça ma formation sur le terrain, d'investir dans des projets d'un point de vue fondamental et bien comprendre comment ils fonctionnent, quoi. Pourquoi tu fais pas une formation sur l'investissement en start-up? Ça arrive. Non, j'ai justement envie de me positionner là-dessus. Alors, pour parler un peu YouTube, etc., j'ai commencé en 2020, donc ça fait 4 ans D'accord. maintenant. La première offre que j'avais lancée, c'était mon livre, D'accord. Créer l'argent. Donc, je les ai lancés en 2022. J'ai dû faire 1500 ventes. Ok. Donc, je parle vraiment de éducation financière et l'apparition de l'argent. D'accord. Donc, d'abord les orfèvriers, puis ouais, si on monte vraiment, après il y a eu la carte bancaire, après la crypto. Enfin, je fais vraiment toute l'histoire de l'argent. Donc, j'ai de très bons retours sur ce livre. C'était mon premier business que j'ai D'accord. lancé, on va dire. Et ensuite, là, aujourd'hui, je fais du contenu. Alors, je faisais du contenu crypto jusqu'à il y a encore. Enfin, pendant 3 ans, j'ai fait du contenu crypto. Ça m'a dégoûté sur la partie influence crypto. Parce que tous les influenceurs crypto, en gros, c'est bullshit. Enfin, il n'y en a pas un qui investit. C'est pas du tout des investisseurs. Ils ont juste une communauté. Et ils vendent de la formation crypto et c'est tout. Même pas, tu vois. Non. Non, en fait, ils promotent des projets. Alors, c'était plus avant, mais ils prenaient des 10-15 000 euros pour faire une vidéo. Ouais. Ils récupéraient en token et ils vendaient sur leurs abonnés, entre guillemets. Donc ça m'a un peu dégoûté. Et pareil, là, quand je vais... Alors moi, je me déplace tous les mois dans des événements crypto. C'est pour ça que je suis assez impliqué. Je vois vraiment ce qui se passe, l'envers du décor. Et généralement, tu vois pas tous ces influenceurs, ils viennent jamais à des événements parce que justement, c'est juste des influenceurs qui font pas de business derrière. Et même sur des événements crypto, la plupart des personnes, ils sont pas très pertinents, tu vois. Ok. C'est pour ça que pour Freegum, par exemple, sur les événements, moi, le but aussi, c'est que je network et je trouve des personnes pour les recruter potentiellement. Ouais. Mais en fait, je cherchais potentiellement quelqu'un pour recruter sur le poste que j'ai actuellement. D'accord. En fait, il y a eu Vu que t'as trouvé quelques personne, profils. tu dis, moi, je vais le faire moi. il y a eu quelques profils et au final, on les a nextés parce que les mecs, ils sont pas Zéro. pertinents. Ouais. Et alors, peut-être c'est aussi mes qualités. Je suis pas, je connais pas tout, mais je sais où aller chercher l'information D'accord. et j'arrive à devenir un peu expert en quelques mois en creusant à fond un sujet, quoi. Ok. Si c'était à refaire, enfin, imagine le Elliott s'il avait continué chez Decathlon aujourd'hui. Par rapport. Je parle pas en termes d'argent, je parle en termes, je dirais, d'expérience humaine. Tu parlais de rat race, bon, c'est pas forcément un terme que j'utilise, mais je suis assez d'accord avec toi. La matrice. Ouais, voilà, c'est quoi à dire, mais c'est une réalité. Quand je vois, et c'est absolument pas une critique, hein, c'est même, je vais pas dire triste, mais, C'est nécessaire quand même. Enfin, mais ouais, c'est t'as besoin de services en tout genre et t'as besoin de gens qui travaillent. Enfin, même Ouais. si t'as une boîte, t'as besoin d'employés qui ne veulent pas de responsabilité, qui ne veulent pas de stress et qui ont besoin de leur salaire, de leur sécurité. c'est sûr. Ça, c'est une certitude parce que par contre, ce qu'on parle pas, c'est du niveau stress. Et des fois, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense pour toi aussi, Ouais. parce que tu l'as cité, c'est très, 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 très dur. Mais ça, le jeu en vaut 100 fois la chandelle. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que toi aussi. Et même en termes d'expérience de vie, peu importe l'argent que tu auras gagné, moi, c'est ce que je me dis quand j'aurai 80 ans et que je pourrai raconter tout ça à mes enfants et à mes petits-enfants. J'aurai quelque chose à raconter, tu vois. Je ne saurais pas, voilà, j'ai fait 50 ans chez Decathlon. Je critique pas du tout les gens qui font 50 ans chez Decathlon. Hein. Et c'est que simplement, en termes de parcours, peu importe à la fin la finalité, tu as vraiment quelque chose de cool à raconter. Tu vois, où tu es monté, tu es descendu, tu es allé à gauche, à droite, etc. Même le fait que tu sois expatrié jeune, je pense qu'en termes de qualité que tu as pu gagner, même en anglais, dans différentes langues, etc., toute cette richesse-là, tu l'as nulle part ailleurs. Ouais, carrément. Je te raconte une anecdote et après je réponds à ta question. Là, normalement, fin d'année, en gros, il y a une grosse communauté crypto qui ont loué un Airbus A380 pendant, je sais pas, plusieurs mois. Et en gros, ils font le tour un peu de tous les événements crypto à la suite.
Et je crois qu'ils ont donné un chiffre, c'est genre 80 000 € l'heure. Enfin, bon, je sais plus exactement à quoi ça correspond. Mais bref, du coup, normalement, je vais être là-dedans. Et du coup, c'est que des mecs dans la crypto, que des multimillionnaires dedans. Je pense quelques milliardaires. Du coup, cette expérience, je la vis grâce à mon réseau, à tout ce que j'ai créé. En mode, je sais pas ce que ça va se passer, mais en gros, on va être dans l'avion, ça va être un peu le bordel et ça va être ouf, tu vois. Genre, à quel moment tu dis, ok, je me fais inviter dans un Airbus A380 privatisé par des mecs du milieu de la crypto, tu vois, c'est dingue, quoi. Et pour te répondre à Decathlon, je pense que j'aurais tout déchiré, genre j'aurais été le meilleur magasin ou autre, parce que en fait, j'ai vraiment ce truc où je veux performer d'une certaine façon. D'accord. Et je pense que j'aurais fait ça très rapidement, genre en 3, 4, 5 ans max. Déjà, en 2 ans, j'ai fait 3 ou 4 décathlons, je crois, différents. Et en fait, généralement, c'est gage que si au bout de 3-6 mois, tu es amené à changer de décathlon, c'est qu'en fait, tu as déjà appris tout ce que tu avais à apprendre. Du coup, ils te font changer très rapidement. Du coup, je pense que voilà, déjà en 2 ans, j'en ai fait 3 ou 4, je sais plus. Donc, j'ai changé très rapidement. Et je pense que en 3-4 ans, peut-être j'aurais fait un magasin de fou. Mais j'aurais été bridé et je pense que j'aurais eu besoin de plus. Donc, soit j'aurais encore monté en échelon, ou soit j'aurais fait un truc de mon côté, comme j'ai fait assez rapidement, puisque j'aime pas être bridé et j'aime aller de l'avant. Et c'est pour ça aussi que toi aussi, tu as le profil comme ça, où on fédère des personnes, parce qu'on avance et tu as des personnes qui vont te suivre parce que tu leur apportes beaucoup de choses. Et nous, c'est un peu dur d'avancer de notre côté, parce que généralement, on n'a pas forcément une figure qui nous montre, tu n'as pas trop de mentors, et parce que chacun fait son propre chemin, mais du coup, t'essayes, tu fais plein d'erreurs, tu vois. Alors que ceux qui te suivent, justement, ils font moins d'erreurs. Et c'est pour ça qu'on arrive à fédérer, quoi. Mais je pense que j'aurais été bridé chez Decathlon au bout d'un moment. Et d'un point de vue humain, j'aurais loupé beaucoup de choses. Alors, Decathlon, ils sont très forts et j'ai appris énormément à justement fédérer des personnes, à montrer une vision, etc. Et de toute façon, moi, aujourd'hui, dans on va dire n'importe quel business, j'ai plus une vision de travailler ensemble en étant plus ou moins associés, que comme ça les gens ils sont incentive à la réussite du business. Mais je pense que j'aurais loupé beaucoup de choses d'un point de vue humain. Là, tu vois, je pense cette année. Pas été dans la 380, quoi. Ouais, c'est ça. Et cette année, je pense, on est à la moitié de l'année. J'ai fait peut-être 10 voyages différents, tu vois. Ok, toi j'aime faire. Ah ouais, en fait, rien que avec le délire des vacances et tout à poser, c'est trop galère, tu vois. Justement, cette liberté, etc., que tu as aujourd'hui, chez Decathlon, forcément, tu l'aurais jamais eu. Tes anciens amis, ancienne famille, ta famille, tes anciens amis, etc., est-ce que tu les... qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que tu les côtoies toujours autant qu'avant? Je parle pas de ta famille, mais tes anciens amis. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu as dû changer de... Pas forcément. En fait, je les côtoie quasiment plus. Tout simplement parce que déjà, quand j'étais en fac de sport, on va dire, et que je suis allé en école de commerce, en fait, ça fait une petite cassure déjà. Mais rien qu'en fac de sport, quand il y avait plein de soirées, moi, j'étais plus à me former, j'ai envie de dire. Et puis... après, école de commerce, en fait, je pense aujourd'hui, l'école de commerce, c'était, je crois, pour devenir, c'était pas entrepreneur, mais c'était plus CEO, genre chef d'entreprise, la filière. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a peut-être 10%, ils sont encore au chômage. Bon, j'espère pas, parce que ça fait 2-3 ans maintenant. Mais en chef d'entreprise, il n'y en a que 3, tu vois, sur une promo entière, donc c'est pas top. Et du coup, je reste en contact vite fait, mais en fait, c'est plus eux qui s'éloignent. Moi, j'ai relancé pas mal de personnes de temps en temps, parce que c'est un peu ma qualité aussi, à faire du réseau, tu vois, tout le temps networker, à connaître des personnes, à mettre en relation, etc. Mais on va dire, j'ai coupé un petit peu tout depuis 6 mois, et si tu viens me parler, tant mieux, je suis hyper content, on peut se voir, etc. Et généralement, j'apporte énormément de valeur aux personnes, et je pense que toi aussi, on a l'habitude de donner beaucoup, mais on n'apprend rien. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus d'intérêt à m'entourer de personnes comme ça, où on n'a plus forcément les mêmes centres d'intérêt, tu vois. Je suis expatrié. Quand tu es expatrié, tu rencontres les Français expats qui ont généralement des business. Et là, ça te permet d'apprendre quand même pas mal d'autres personnes. Tu penses que pour l'évolution, l'expatriation,
je parle pas par rapport, je vais pas entrer dans le débat, la France, c'est devenu pourri, etc. Ouais. Je pense juste d'un point de vue personnel. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Ça t'a appris beaucoup de choses à t'expatrier ou pas? Complètement. Et en fait, juste le fait qu'il y a pas mal de personnes qui me questionnent là-dessus, généralement, tu veux voir d'autres choses, mais tu sais pas comment. Et si t'as pas de business, c'est quand même un peu compliqué de vivre comme ça. Par contre, tu peux aller dans des pays genre Australie, tu vois, c'est le cas d'école. Moi, je suis jamais allé, ça m'a jamais trop attiré. Et Australie, tu trouves n'importe quel travail, tu vas être payé 2 voire 3 fois Ouais. plus qu'en France. Mais surtout, tu t'ouvres au monde. Parce que le fait de, même si tu voyages avec tes parents, si tu as cette chance déjà, en fait, tu es trop petit pour voir le monde. Alors que en allant dans des pays autres, en fait, tu vas t'ouvrir à des cultures différentes. Ouais. Tu vas voir d'autres architectures, enfin des trucs tout cons qui vont te dire putain, en fait, mon problème que le jambon il a augmenté de 20 centimes, Ouais, c'est peut-être pas le même problème que ouais, c'est clair. d'autres gens, tu vois. Et juste avoir une ouverture d'esprit comme ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de voyager quand même pas mal. Dès que je peux, s'il y a un événement ou autre, j'y vais. Ok, J'en profite pour rester pas mal et m'imprégner un petit peu de d'accord. tout ça, quoi. Et aussi pour trouver, on va dire, des endroits qui me correspondent pour vivre. D'accord. Parce que là, ça fait déjà 3 ans que je suis en Estonie. Ça fait 10% de ma vie, tu vois. Donc, j'ai envie de voir d'autres choses. Donc, je suis en train de voir Ok. qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Et toi, du coup, t'as aussi voyagé pas mal? Moi, j'ai pas mal voyagé. Je vais expatrier aussi. Je pense que t'as Et dit. du coup, là, est-ce que Ouais. tu as attendu quand même un moment avant de j'ai- t'expat? C'est le regret que j'ai. Ouais, c'est le regret que j'ai, c'est d'être parti beaucoup trop tard. Si c'était à refaire, et d'ailleurs j'ai des petits jeunes moi qui travaillent avec moi, qui sont plus jeunes que toi, 24, 25, qui travaillent de manière dématérialisée et qui ont encore un peu cette peur de partir, alors que je leur dis mais c'est moi qui leur conseille, Ouais. partez, même on continue à bosser ensemble, mais partez, ça va tellement vous apporter, parce qu'en fait on arrive à un point dans notre secteur. Et, enfin, moi, je suis sur la Côte d'Azur. C'est un secteur quand même qui est riche, mais il est riche pas parce que les gens sur ce secteur gagnent beaucoup d'argent. En réalité, il est riche parce qu'on a beaucoup d'étrangers qui apportent de l'argent ou parce qu'on a une évolution immobilière énorme. Et donc, les personnes qui avaient une maison il y a 30 ans qui valait, j'ai une bêtise, à l'époque, c'était en francs, on va dire 200 000 euros. Aujourd'hui, elle en vaut 2 millions. Donc, ils sont devenus riches par rapport à ça. Mais eux, leur salaire, ils gagnent pas forcément grand-chose. Et donc, si on est entrepreneur, qu'on fait un peu de rond au-delà du milieu, parce que chez nous, tu as la restauration et l'hôtellerie qui marchent, mais sinon, tu n'as pas grand-chose d'autre, quoi. Ouais. Et donc, si tu fais un peu autre chose de différent, comme tu l'as dit très justement, tu donnes à tout le monde. Pas de l'argent, mais tu donnes de tes idées, etc. Tout le monde vient entre guillemets, tout te prendre. Et toi, pour évoluer, tu n'as rien. Et donc, en fait, si tu veux évoluer, si tu ne changes pas ton environnement extérieur, tu ne pourras pas changer ton environnement intérieur. Et donc, il va falloir ou tu changes, ou tu deviennes en gros le plus nul et le plus pourri de ton secteur, où tu es vraiment le gros naze qui comprend rien. Et là, tu n'es qu'avec des gens hyper intelligents, beaucoup plus importants que toi. Et c'est là où toi, tu vas pouvoir t'inspirer d'eux et augmenter. Et si tu fais pas ce chemin-là tout au long de ta vie, en fait, c'est très dur de pouvoir s'améliorer. Alors oui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les livres. Donc en fait, tes mentors, ils sont plus physiquement, ils sont dans des livres, ils sont sur YouTube, etc. Mais c'est quand même compliqué. L'exemple tout con, ça peut être même dans le sport ou ça peut être dans l'argent. Tu gagnes 1 000 euros par mois, tu es entouré de 5 personnes qui en gagnent 50 000. Tu as quand même des fortes chances d'en gagner au moins 20 000 assez rapidement. Mais tu en gagnes 1000 et tu es entouré de 5 personnes qui en gagnent 200, pour en gagner 20 000, bon courage. Ouais. Et en fait, c'est juste ça. Et dans le sport, t'es gros, t'es entouré de 5 gros, tu veux maigrir, bon courage. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'à un moment, il faut, et assez rapidement, se changer et d'aller dans un autre secteur pour justement essayer d'évoluer. Et si tu fais pas ça, tu vas stagner toute ta vie, je pense. Ok. Voilà. Et du coup, toi, tu as quand même eu besoin, parce que généralement, l'expat, ça joue aussi d'un point de vue fiscalité. Toi, tu as quand même eu besoin de levier bancaire français. Donc, si par exemple, tu devrais recommencer, tu resterais quand même quelques années pour utiliser le levier bancaire français pour d'abord faire ton activité, puis t'expat, ou tu t'expatrierais directement? En fait, quand tu sais comment ça marche, il y a des solutions, tu en as plein. Si tu veux le levier bancaire, c'est une très bonne chose, en effet. Mais je ne suis pas le meilleur profil pour les banques. Premièrement, je suis
En société de marchand, c'est un petit peu différent qu'en tant que particulier. Et deuxièmement, si tu veux aller vite, faut aller lever plus de fonds et personnellement, ta capacité, elle se restreint assez rapidement. Et donc, le mieux, c'est de prendre la capacité de quelqu'un. En gros, c'est de s'associer. Franchement, j'aurais dû m'expatrier, peut-être pas dès le début, faire 5 ans en France, mais après 5 ans max, j'aurais dû partir. Ok. Et j'en ai attendu 13. Ce qui est beaucoup trop. Et encore une fois, c'est pas du tout pour critiquer la France, loin de là, mais c'est que on apprend tellement plus ailleurs, même d'un point de vue personnel, d'un point de vue langue, etc. C'est hyper important. Ouais, là du coup tu parles beaucoup d'expérience humaine. Moi je pense que comme je suis peut-être moins avancé en âge, j'ai encore cette vision argent et je suis peut-être pas suffisamment sécurisé encore, parce que moi crypto et startup, profil quand même assez risqué. Mais peut-être que j'aurais fait du levier bancaire. Enfin, moi si je devais recommencer, j'aurais fait immobilier au plus rapidement, CDI, immobilier, levier bancaire, que ce soit, je sais pas, achat-revente, enfin bref, quelques années pour bien scale tout ça. C'est vrai que l'expérience humaine et tout ce que tu dis, tu le découvres que après, parce que quand tu restes en France, tu es quand même assez fermé et en fait, juste sortir de cette zone de confort, de dire, ok, je vais voir un autre pays, tu vas juste voyager genre 2 mois, il n'y a personne qui peut se permettre, du coup personne n'y pense, mais si tu le fais, ça peut clairement changer ta vie, rencontrer de nouvelles personnes, etc. quoi. Exactement, et puis en fait, quand tu vas faire cette expérience-là, tu vas rencontrer des personnes qui, eux, le font de manière naturelle. Et eux, comment ils le font ? Tiens, il y en a un qui fait de la crypto, il y en a un qui fait, je sais pas, du e-commerce, il y en a un qui fait... Après, il y a tout type de business. Aujourd'hui, on entend beaucoup IMO, crypto, e-commerce ou quoi que ce soit, mais ça peut être d'autres business qui sont... Aujourd'hui, moi, mon activité, dans le fond, elle est très physique. J'ai une agence immobilière, je fais du marchand de biens. Il n'y a que la partie accompagnement qui est dématérialisée. Et encore, on fait des accompagnements en physique. Donc, malgré tout ce physique-là, en fait, aujourd'hui, avec Zoom, avec tout, ce physique-là, je le gère. Et je le gère mieux quand je suis hors de France que quand je suis en France. Alors, il y a encore des gens de mon équipe, et même de manière générale, qui ont du mal à le comprendre. Même mes parents me disent « Mais pourquoi tu pars ? Enfin, tout va s'arrêter. » Non, en fait, aujourd'hui, je gagne vachement plus de temps parce que les rendez-vous physiques, tu les fais plus. Aller te taper 1 heure de route pour aller voir un comptable 15 minutes et revenir 1 heure, ça sert à rien. En fait, tu fais un Zoom, en 10 minutes, c'est fait. Donc, rien qu'en termes de durabilité, une journée à l'étranger, je vais prendre 4 heures. En France, ça va me prendre 8 heures. Ok. Et les 4 autres heures, je vais pouvoir fermer l'ordinateur. Et en plus, comme je suis hors de mon business physiquement, mon stress, à partir du moment où j'ai fini mon travail, j'ai ma vraie vie qui est à moi. Parce que quand tu es entrepreneur, faut pas rêver, on parle des bonnes choses, etc. Mais l'avantage du salarié, c'est que lui, quand il a fini, il claque la porte, de 5h à 21h, il se touche, entre guillemets. Il peut faire ce qu'il veut, il peut être sur Netflix. Nous, même si on veut se toucher, notre tête, elle va pas se toucher, elle va continuer à travailler. Et le fait déjà d'être à l'étranger, ça permet quand même de couper. Tu es dans un autre monde, tu coupes. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour ton cerveau. Tu relativises vachement plus, tu récupères une partie de ta vie. Parce que quand tu es entrepreneur, on ne le dit pas non plus, mais tu donnes ta vie aussi à ta boîte, aux autres. Et pour ta vie perso, c'est compliqué de tout gérer. Et je trouve que l'expatriation, en tout cas pour ma part, ça permet plein de choses. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai aucune... Je veux vraiment partir de France. Et c'est pas contre la France, encore une fois. Je continuerai à travailler en France. Mes impôts... Malheureusement, je les paye en France parce que mes boîtes, elles sont françaises, donc ça change rien. Mais je dirais plus que c'est pour mon expérience personnelle où ça fait vraiment la différence. Ouais, ok. Moi, récemment, du coup, juste après la levée de fonds de Frigom, donc je rappelle, j'ai dû faire peut-être 400 appels, il y a 150 investisseurs, 2 millions, il y avait des gros deals en cours, donc un truc très très stressant, et en plus sur une période très restreinte. Du coup, après, ça m'a un peu fatigué quand même, tu vois, un mini burn-out. Et pour l'expliquer même, parce que je ne sais pas du coup tout à quoi ça correspond, puisque justement, ces dernières années, j'ai pas du tout pris le temps de travailler sur moi. Après, est-ce que j'aurais eu le temps de travailler sur moi en étant chez Decathlon Je pense pas non plus, à voir. Mais du coup, genre, tu vois, je me reconnaissais pas, j'avais du mal à prendre des décisions. Tout ce stress accumulé, c'était très compliqué. Et au final, je suis allé 1 semaine dans un autre pays seul, déconnecté de tous mes business classiques
Bon, j'en ai profité pour faire de l'immobilier là-bas, à faire plein de visites, à en fait me former sur un sujet complètement différent. Tu vois, j'ai pris un agent immobilier très cool là-bas, il m'a fait tout visiter, etc., tout expliquer. J'ai rencontré des Français expats là-bas et tout, donc c'est très cool. Et ça m'a complètement ressourcé, tu vois. Bon, moi du coup il m'en faut peu, 3-4 jours c'était bon. Mais ouais, en fait, rien que le fait de changer d'environnement, tu vois, je savais que j'avais plus ma routine, je n'allais pas manger la même chose et tout. Genre, c'est incroyable, tu vois. Donc, ouais, tu te libères l'esprit parce que c'est comme là, tu vois, si je ferme mon ordi pendant 7 jours, genre, tu redécouvres d'autres choses, etc. C'était incroyable. Si tu devais donner 3 conseils à un jeune qui commence, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que, tu vois, tu me demandes il y a un an, je t'aurais dit différent, mais en tout cas, aujourd'hui, vraiment le milieu de la startup, je pense que c'est un cheat code, mais abusé. Ok. Et encore, il y a des choses que, en fait, je pourrais même pas communiquer, mais c'est des trucs vraiment très, très abusés, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Si tu veux, pour faire un récap, globalement, la startup aux États-Unis, ça existe, j'en sais rien, je vais dire une connerie, depuis 15-20 ans, tu vois. En France, c'est apparu principalement Oussama Ammar qui a ramené cette thématique, je sais pas, dans les années 2010, par là. Mais du coup, genre, en 2010-2015, tu disais à une boîte, je fais une startup. Genre, à aucun moment ils te suivent et enfin, c'est quoi ça, tu vois, ça n'existe pas. Donc c'est très récent, hein, ça n'a même pas 10 ans, globalement. J'ai envie de dire 2018, 2019, 2020, ça commençait à être un petit peu hypé. 2021, des valorisations incroyables, enfin, beaucoup trop hautes. Et puis, c'est redescendu. Donc on va dire, tu as un marché immature, hop, ça monte, ça explose, ça corrige. Et après, et ça revient ça, normal. ça revient à la normale. Et là, je pense qu'on est à quelque chose de normal qui va monter plus sainement sur les prochaines années. Ok. Mais du coup, ça veut dire que tu as beaucoup de demandes où tu as des entrepreneurs qui comprennent qu'on peut s'entourer, qu'on peut lever des fonds, etc., qui ont besoin de tout ça. Et par contre, derrière, à côté, tu n'as pas grand monde. Tu as les business angels des régions françaises, mais ouais, qui vont faire 5 réunions pour te parler. Bref, ça sert à rien. Et puis, tu as ce que j'appelle les nouveaux riches, tu vois, comme moi, nouveaux business angels, qui ont une approche différente. J'ai une approche des business en ligne. Comment? Parce que en fait, je suis entouré de plein d'entrepreneurs qui font énormément de chiffres. Et du coup, j'ai cette nouvelle vision business en ligne, plus Web3, plus j'ai de l'argent, plus je sais investir. Là-dessus, en fait, je peux avoir un profil de consultant. Et ce poste-là, entre guillemets, tu peux travailler très peu de temps pour des boîtes et gagner énormément d'argent. Je te prends un exemple. Donc là, je ne parle pas de Frigom où on va dire je vais être à temps plein, mais une autre boîte, ils cherchaient juste un analyste. En gros, c'est vraiment être au sein de l'écosystème crypto, comprendre les thématiques, les dimensions et faire un rapport, tu vois, une fois par semaine. Ça m'aurait pris 4 heures par semaine, ils payaient 2500 par mois. Donc voilà, j'aurais travaillé 16 heures par mois pour 2500 par semaine, tu vois. Donc il y a vraiment un gap entre l'information et la compétence et ce que tu peux gagner parce qu'il y a beaucoup de demandes et il faut aller vraiment sur les boîtes qui viennent de lever des fonds, qui ont du budget alloué, qui cherchent des profils de qualité. Et du coup, il faut faire en sorte que tu aies un profil de qualité. Donc, te montrer sur les réseaux sociaux et ce que tu sais faire, aller sur des événements, faire du réseau, ça marche toujours. Hein. Je crois qu'il y a une citation qui dit tu as les millionnaires qui investissent en immobilier et les milliardaires qui investissent en start-up. Je sais pas si tu connaissais. Peut-être j'ai dû entendre, mais. Ouais, tu as un truc comme ça. C'est les millionnaires, ils investissent en immobilier et les milliardaires, ils investissent dans des entreprises. Ouais. Forcément, le multiple sur une entreprise, quand elle réussit, il est beaucoup plus important que sur de l'immobilier. Ouais. Ça va de soi. Ok, donc tu dirais à un jeune de se former pour investir dans des startups. Ouais, en fait, tout l'écosystème, pareil, j'ai encore du mal à le définir puisque je commence à peine à faire vraiment du contenu autour de ça. Mais quand la dimension investir dans les startups, il y a la dimension lever des fonds pour une startup. Là, pareil, je ne vais pas donner des chiffres, mais c'est des gros montants qui sont intéressants quand tu lèves des fonds. C'est-à-dire des gros montants quand tu lèves des fonds. On parle de 7-10% sur le montant levé. En gros, de commission. Ouais, c'est-à-dire que si tu lèves 1 million pour une personne, tu vas récupérer 70 000 balles pour cette personne-là. Ouais, c'est ça. Okay. Après, il y a plein de choses différentes. Sinon, ça peut être via des SPV. Sur les SPV, tu prends un pourcentage sur la réussite. Okay. Donc, il y a plein de méthodes différentes. Okay. Plus, après, si tu as
Généralement, ça, c'est sur les startups qui débutent, vraiment les petites valorisations, genre valorisation 1 million. Tu peux apporter une expérience d'advisor ou autre et prendre un pourcentage en plus sur ton investissement. Donc pareil, tu prends des valorisations dans des parts de société directement. Donc ça, c'est le business model, on va dire, levée de fonds, advisor. Ensuite, tu as la partie investisseur, où là, déjà, tu peux faire des gros multiples, des gros retours sur investissement. Tu as la partie vision de marché. Donc, vu que tu analyses plein de startups, alors analyser, c'est un grand mot, hein, ça peut être aussi rapide, mais vu que tu as une vision globale sur toutes les startups, par exemple de l'écosystème, je sais pas, de l'industrie pharmaceutique en France, si tu es expert là-dedans, mais j'imagine pas combien tu peux être payé à l'heure pour faire du consulting, tu vois. Et c'est pas une compétence très compliquée à avoir. Je pense 6 mois, ça pourrait m'intéresser pour moi. Parce que dans le marketing, lever des fonds, etc., je connais un petit peu. Donc... en fait, ça dépend. Je prends l'exemple de l'industrie pharmaceutique, parce que je crois que j'ai fait une petite vidéo dessus. Où en gros, moi, j'y connais rien du tout. Donc, si je veux investir dans une startup en lien, je vais chercher un mec qui s'y connaît, donc un consultant, qui pourra me dire si l'opportunité est bonne ou pas. Et ce mec-là, je pense que si tu as fait des études en pharmacie, si tu as fait des études de médecine ou autre, tu as un peu de vocabulaire. Et même si tu l'as pas, je pense qu'en 6 mois, en condensé, tu peux apprendre un petit peu tout ça. Plus, tu prends donc 6 mois temps plein quand même pour te former sur quels sont les leaders du marché en France, quels sont les services, comment ils font leur business model, etc. Tu passes en revue plein de choses. Et pareil, en fait, tu as juste à aller voir des entrepreneurs qui font des startups dans cette industrie. Et vu que le mec il a besoin de toi pour lever des fonds, tu vas faire en sorte que tu lui prends un maximum d'informations. Du coup, tu vas récolter un maximum de data sur une niche spécifique. Et ensuite, tu vas avoir tellement de compétences à donner que tu peux être consultant. Et voilà, consultant à l'heure, ça peut être des 1000 balles la journée, facile, quoi. Donc, des marchés immobiliers sur des niches très précises, je sais pas, sur le luxe ou quoi, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire aussi. Ouais, sur l'immobilier, oui, tu as des choses à faire. Je pense que surtout sur le côté... dans l'immobilier, il y a un gros fossé entre l'immobilier et lever des fonds. C'est-à-dire qu'en fait, les gens savent faire de l'immobilier, mais ne savent pas lever des fonds. Et tu en as qui savent lever des fonds, mais qui ne savent pas faire de l'immobilier. Et si tu arrives à faire les deux, tu fais beaucoup de choses. Donc, moi, ça peut être intéressant sur le côté lever des fonds. Mais en même temps, comme à côté, je fais de la formation, de l'accompagnement, qui dépend énormément du marketing. C'est un point que je maîtrise pas trop mal, puisqu'on a aujourd'hui on a quand même des bons résultats. Ce côté marketing là, ces systèmes qui sont quand même, je pense, tu sais, assez mine de rien poussés. Et je pense que les infopreneurs ont les systèmes de marketing les plus poussés. Si ces systèmes de marketing, on les duplique à des business ou à des startups qui en ont besoin, on peut arriver à des choses qui sont intéressantes. Ouais, carrément. Et même pour lever des fonds, nous, ce qu'on a mis en place pour lever des fonds, c'est un système qui est tout con, mais qui reprend un petit peu de cette partie-là, le webinaire, etc. Bon, c'est pour vendre de la formation. Mais derrière, on va lever des 400-500 000 euros en webinaire. Tu vois, on va vendre des maisons en webinaire. On fait tout ça grâce à ces systèmes-là. Donc, c'est intéressant. Okay. Et même, il y a peut-être une dimension à creuser. Bon, on en reparlera après, au pire. Mais en gros, moi qui ai un profil crypto plus startup, j'ai des startups où, en effet, elles commencent, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai des startups qui vont atteindre des grosses valorisations. Et là-dessus, il y a peut-être aussi un truc à faire sur les mecs qui commencent à avoir beaucoup d'argent d'un point de vue patrimonial sur la startup. Est-ce qu'il y a des collatérales à faire? Est-ce que tu as des banques privées qui peuvent les faire, tu vois? Peut-être qu'il y a aussi un truc à creuser là-dessus avec tes compétences. Et même si tu cherches des fonds à investir dans les startups, j'ai une communauté, je peux essayer de t'en apporter aussi. Je crois que je t'avais dit, en Estonie, il y a un business angel, je ne vais pas citer son nom, mais il a investi 500 000 euros dans une société en 2013. Et aujourd'hui, c'est valorisé plus de 500 millions. Donc, il a fait x1000 sur 500K quand même. Et le truc, c'est que, alors oui, c'est son plus gros investissement, mais il a d'autres boîtes aussi qui sont valorisées très fortement en Estonie. C'est des boîtes tech. Donc en Estonie, il y a vraiment des gros mecs en tech. Mais il a eu 500 000, 500 millions. C'est pas mal. Moi, je vois trop peu de monde dans mon entourage qui vont là où il y a l'argent. En gros, ils restent un peu bloqués sur là où ils sont bons. D'accord. Toi, avec tes business, justement, tu es un peu allé là où il y a l'argent. Donc, c'est là où il y a la demande. Ou par exemple, je crois qu'il y a, 4-5 ans, ça n'existait pas le coaching immobilier.
Ouais. Donc, tu es allé vraiment, tu as vu la demande et tu y es allé. Ouais. Et tu n'hésites pas à changer pas de marché complètement, mais de dimension pour répondre à la demande. Ça s'est fait un petit peu à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai été invité à un séminaire sur l'immobilier pour intervenir sur la partie marchand de biens. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans. À la base, quand on faisait l'immobilier et du marchand de biens, fallait vraiment rien dire aux voisins. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, mine de rien, une vraie demande par rapport à ça. Ensuite, on m'a demandé de créer une formation sur le marchand de biens. La personne apporte le client, moi j'apporte le produit, on fait 50-50. Donc je fais la formation sur l'activité de marchand de biens, mais derrière, pour moi, c'était un side business. J'y croyais pas forcément. C'était du plus, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'y ai pas cru pendant trop de temps. Et j'ai mis trop longtemps à vraiment me mettre dedans et à vraiment m'impliquer dedans. Et en réalité, je m'implique maintenant de plus en plus, maintenant même à 200%, parce que oui, en effet, c'est un marché qui rapporte beaucoup d'argent de manière directe et surtout de manière indirecte. Et on parlait de l'écosystème. Et ce qui est génial aujourd'hui avec ce que j'ai créé, ce qui marche pour moi, mais aussi pour les personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on fait quasiment plus de formation pure, parce que la formation pure, une fois que tu as vendu ton produit, tu n'as plus de lien avec la personne. C'est-à-dire que la personne t'a acheté ton produit et tu n'as quasiment plus de lien. Et en réalité, l'immobilier, ça reste un métier de réseau. Et ça marcherait même dans d'autres domaines. En gros, ce qui est top avec l'écosystème qu'on a créé, c'est qu'aujourd'hui, on forme des personnes, on les accompagne pendant 1 an, par exemple. On va les accompagner pendant 1 an. Ces personnes-là, on a toutes les informations vers elles et notre but, c'est vraiment de les former du mieux possible. Pourquoi ? Imaginons, tu rentres dans mon accompagnement. Tiens, tu es chez Decathlon, Elliot, 26 ans, chez Decathlon, 2 000 € par mois de salaire et tu as 50 000 € d'épargne. Ok, pas propriétaire de ta résidence principale, tu habites encore chez tes parents, tu coffres et tout. Ok. T'es pas con, je tiens à le préciser parce que voilà, tu es motivé, t'es pas con, tu veux avancer. Tu me dis, écoute Caroline, moi je veux vraiment avancer. Je sais que chez Decathlon, aujourd'hui je suis à 2 000 €, à 30 ans je serai à 2006. Quand j'ai commencé, je trouvais ça cool. Maintenant, je trouve que c'est pas terrible. Je veux trouver une solution pour qu'à 30 ans, voilà, j'ai 2 plaques sur le compte. Comment je fais ? J'ai 50 000 balles. Quand je vais voir la banque, on me dit, Elliot, avec votre profil, vous pouvez emprunter 2 000 €. Vous pouvez emprunter 200 000 € et vous allez mettre 20 000 € d'apport. Vous allez faire 220 000 €. Avec 220 000 €, je fais une première OP, si je fais 10 000 €, enfin, si je fais 20%, je vais gagner 40. C'est cool, Caroline, mais franchement, j'espère un petit peu mieux. Je te fais rentrer dans l'accompagnement. Et moi, je vais te dire, écoute, Elliot, tu vas pas aller chercher un bien à 220 000 €. Je trouve que tu es futé, tu es malin, tu peux faire un petit peu mieux. Tu habites sur la Côte d'Azur, tant mieux, j'habite aussi sur ce coin-là. Tu vas aller rechercher des budgets jusqu'à 1 million, 2 millions. Ok, plus, pas forcément, parce que tu es quand même jeune, tu paraîtras peut-être pas forcément... crédible auprès de certaines personnes, tu n'as pas encore le langage, tu n'es pas encore assez formé, on va se bloquer un budget ensemble de 1,5 million, 2 millions. Ok, Caroline, c'est cool, mais comment je fais pour emprunter ? Écoute, ça, on s'en occupe de notre côté. Tu trouves le projet, j'ai une connerie, tu trouves une maison à 1 million, une provençale à Mougins, à rénover. Tu vois qu'il y a un beau potentiel, tu fais l'étude qu'on t'aura appris, tu nous apportes le projet, tu fais l'offre, tu bloques le deal, et là on se rend compte, on fait les chiffres ensemble, 1 million, avec les travaux, tout ça revient à 1,5 million, et on peut revendre 2,5 millions. Le projet est top. Mais tu n'as pas de capacité d'emprunt. Toi, tu vas à la banque, tu apportes un truc comme ça, ils vont te rironner. Donc là, nous, on va intervenir, on va lever des fonds, c'est-à-dire qu'on va prendre une personne, par exemple, Mickaël qui est en train de nous filmer, on va dire qu'il s'appelle Mickaël. Lui, il a 2 plaques sur le compte, il a un boulot à temps plein, et lui, il a une capacité d'emprunt. On va créer l'association ensemble, toi, tu apportes le deal, lui, il apporte la capacité d'emprunt, on fait une SAS pour le projet, SAS 5 avenue de Mougins. Vous faites le projet ensemble, à la fin, vous divisez les bénéfices, il y avait 500 000, ça fait 250 000 pour lui, 250 000 pour toi. Donc tu vois, là déjà, tu as pu faire un gap et gagner beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on apporte pour l'accompagnement. Mais pourquoi c'est hyper intéressant pour moi aussi, en toute transparence ? Parce que là, j'ai pris Mickaël. Mais si Mickaël, c'est Caroline, si moi, le moment où tu m'apportes le deal, j'ai besoin de projet. Moi, je fais le deal avec toi. Ça me permet de faire 250 000 balles de mon côté, ça te permet d'en faire 250 000.
toi sans moi, j'aurais jamais pu le faire. Et moi, sans toi, j'aurais jamais pu le faire. Et en fait, aujourd'hui, grâce à cet accompagnement, quand on pense un petit peu plus au-delà de l'argent que ça rapporte, en fait, ça me permet d'avoir des personnes qui, à travers toute la France, recherchent des projets. Et quand ils trouvent des projets, soit ils les font eux, soit si moi, ça m'intéresse, je peux dire, bah, tiens, celui-là, il m'intéresse, je mets des billes dedans et je le fais avec toi. Comme un business angel aujourd'hui. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, ça me permet, de pouvoir prendre un projet dans une ville et de prendre l'argent d'une personne d'un autre projet dans une ville. C'est-à-dire qu'avec cet accompagnement, j'ai accès au projet et j'ai accès à l'argent. Et ça, c'est beaucoup plus puissant même que l'accompagnement en lui-même, tu vois. Et c'est ce qui est super intéressant. Et ce modèle-là, on peut le dire plus... J'ai rien inventé. Hein. Tu as aujourd'hui plein de gens qui le font dans des business. C'est-à-dire, OK, je vais vous former à créer un business, et puis il y en a un qui va avoir une super idée, sauf qu'il n'a pas l'argent, il ne sait pas comment le faire. Bon, bah, moi, je vais t'apporter l'argent, je vais t'apporter le savoir-faire, et on va pouvoir le faire ensemble. Et aujourd'hui, ce que je fais justement par rapport à l'immobilier, et ce que je veux continuer, parce que, l'accompagnement, forcément, ça rapporte de l'argent, mais 2, ça rapporte des deals, et ça rapporte de l'argent pour faire les deals. Et c'est justement l'écosystème qui est super intéressant. Ce qui me permet, depuis n'importe quel pays du monde, pouvoir trouver des projets rentables dans toute la France sans moi-même les chercher et pouvoir trouver l'argent sans moi-même le chercher. Ça me donne des idées pour, pour moi, je réfléchirai. Et est-ce que tu as essayé aussi de faire... donc tu m'as dit que tu as investi dans des pays à l'étranger. Est-ce que tu as réussi à établir un peu un réseau international de clients ou... Non, alors par la suite, moi ce que j'aimerais faire, pour moi, la sécurité ultime, c'est quoi? La sécurité ultime, c'est... imaginons la France, ça se casse la gueule. Bah, je sais pas moi, ils prennent tout dans les banques, ils prennent tes biens immobiliers, bref, la France se casse la gueule. Bah, je repars avec une main devant, une main derrière. Donc l'idée, après, par la suite, ce que j'aimerais, c'est diversifier. Quand je dis diversifier, c'est diversifier dans un domaine que je connais. Donc ça restera dans l'immobilier. Et en gros, d'avoir une maison dans 4-5 pays, avec des rentabilités, des monnaies différentes. Comme ça, si j'ai un pays qui se casse la gueule, bah, j'ai quand même du reste avec des monnaies différentes, etc. Pour moi, la vraie sécurité, ce serait ça. Et en même temps, si on vient me chercher dans un endroit, bah, on ne pourra pas forcément chercher partout. Donc, j'ai investi un petit peu à l'étranger. De mon point de vue, pour le moment, grâce au levier bancaire, c'est beaucoup plus intéressant d'investir en France parce que bah, en France, avec... très peu, on peut faire beaucoup grâce au levier bancaire. Donc, j'ai pas de réseau à l'étranger, mais ce serait quelque chose à développer par la suite. Ok. Et par exemple, pour mon profil, ou même parce que j'ai des personnes qui sont un peu comme moi, si on parle pas de start-up, mais vraiment crypto, avec un gros montant, est-ce qu'il y a des possibilités de faire, je sais pas, des hypothèques ou des trucs comme ça, ou c'est encore trop tôt en France pour... Alors, hypothéquer la crypto pour lever des fonds? Ouais. Non. La banque ne le fera pas. Ok. La banque ne le fera pas. Autre question du coup, si par exemple j'ai un salaire à l'étranger, Ouais. par exemple en Estonie, je me verse un salaire ou une boîte me verse un salaire, est-ce que là j'ai la possibilité de faire quelque chose en France? Ce sera très compliqué. En fait, tu peux, mais tu auras des conditions un petit peu différentes. Est-ce que tu peux te détailler le process? Est-ce que ce salaire, il faut que je le verse sur la banque en France ou est-ce qu'il y a des trucs comme ça à faire? Non, oui, il faudrait que tu... Alors, soit tu empruntes avec la banque du pays, c'est-à-dire que c'est la banque en Estonie qui va lever des fonds pour que tu achètes en France, soit... Ça, généralement, ouais, c'est les conditions du pays, mais du coup, C'est moins en intéressant. Estonie, je sais que c'est compliqué. Ouais. Non, en fait, c'est une banque française qui va pouvoir te lever des fonds, mais tu auras des conditions qui seront moins intéressantes. Et du coup, ça serait plutôt pour lever des fonds pour investir en France, pas pour investir à l'étranger. Ouais, exactement. Après, quand tu maîtrises bien le système bancaire français, il est quand même très très intéressant. En très peu de temps en France, tu peux te retrouver avec... tu peux faire des très belles choses. Tu peux faire des très très belles choses. Je te prends une autre stratégie. Le Elliott qui est chez Decat. je prends le Elliott qui est chez Decat, qui a 26 ans, qui a 50 000 euros de côté. Ce Elliott-là, autre solution. Solution B. Bon, je me sens pas d'aller chercher un bien, 1,5 million et tout. Pour moi, c'est trop. Je veux d'abord faire une première OP. Ok, super. Tu as 220 000 euros de budget. Bon, tu vas acheter un petit appartement. Tu achètes, j'ai une connerie. Où est-ce que tu vas acheter 220 000 euros, tu n'auras pas grand-chose.
220 000 euros, allez, tu vas acheter dans la vieille ville d'Antibes, tu vas acheter un plateau, un 70 mètres carrés, que tu vas diviser en deux et que tu vas revendre. Tu vas en avoir à peu près 440. Ok, ça va te revenir à 300 000 euros. Tu fais, bon, moi c'est ce que je faisais à l'époque, maintenant c'est un peu plus compliqué. On va dire que ça va te revenir à 350 et tu vas revendre à peu près 440. Tu fais quand même une belle plus-value. Mais c'est pas avec ça que tu vas aller loin, en réalité. Par contre, tu vas pas rembourser ton crédit. Tu vas vendre, tu vas balancer les fonds sur un autre compte, tu vas garder le crédit que tu as, sans dire à la banque que tu as vendu. Tu balances les fonds sur un autre compte, là tu n'as plus 50 000. Là tu as 440 000 euros. Même si tu as encore de la dette dessus, par rapport à la banque B, c'est libre de crédit. Bien évidemment, c'est peut-être pas très honnête, c'est faisable. Tu vas avoir une banque qui finance les marchands. Bonjour, je m'appelle Elliot, je travaille chez Decathlon, mais voilà, j'ai vendu ce bien-là que j'ai eu par héritage, j'ai pas de crédit dessus, et j'arrive avec 440 000 euros d'apport. Je veux faire un projet marchand. Là, tu vas pouvoir tout de suite lever, allez, 1 million, 1 million 100. Et avec 1 million, 1 million 100, sur chaque OP, tu vas réussir à sortir 200, 300 000 euros. Ouais. Donc, tu as cette solution-là aussi qui peut te permettre, mine de rien, en très peu de temps, d'aller très vite. Moi, en toute sincérité, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai aucun problème à le dire. J'ai fait 4 crédits étudiants quand j'ai commencé. J'étais encore étudiant. Donc, on m'a parlé du crédit étudiant. On a un ami en commun, Brian, qui m'en avait parlé. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah voilà, c'est une aubaine. Je fais une fois 30 000 euros. Ça marche, bah, j'en ai fait 4, je me suis mis 120 000 euros sur un compte. Je suis allé voir une autre banque, bah, du coup j'avais de l'apport. Donc ça m'a permis de faire mon premier projet immobilier. Premier projet immobilier, j'ai vendu, quand j'ai appris qu'on pouvait garder le crédit, bah, j'ai gardé le crédit. Donc en 3 ans, j'ai pu lever 1 million d'euros. Voilà. Okay. Et ça, est-ce que tu as des profils comme ça qui arrivent à faire ça? Parce que je pense d'un point de vue mindset, c'est quand même compliqué. Ou est-ce que, par exemple, à travers ton accompagnement, tu arrives à leur faire comprendre que... C'est très dur, moi, de dire à une personne de faire ça, parce que légalement, c'est très borderline, on va pas se mentir. Donc c'est dur à faire. Maintenant, c'est possible. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de conseiller, parce que s'il y a un problème, c'est moi qu'on va venir chercher. En tout cas, moi, j'ai aucun problème à dire que je l'ai fait. Et t'as des profils un peu foufou comme ça? Ouais, j'ai des profils foufou. Alors, pas forcément dans ce sens-là. J'ai des profils foufou dans un autre sens. Pour moi, ce qui m'étonne énormément, je vais en parler, c'est quand des fois je fais des levées de fonds. Des fois, je fais des levées de fonds et j'ai une personne sur Zoom, par exemple. Il y a 2 ans, on devait lever à peu près 500 000 euros pour des projets IMO. La personne, je ne l'ai jamais vue. Premier entretien que je fais avec cette personne-là, au bout de 45 minutes, la personne m'envoie 220 000 euros. Je suis quelqu'un d'honnête, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je pourrais être le plus gros escroc de la Terre, faire ça je ne sais combien de fois, prendre les ronds, me barrer. Ouais. Et en fait, c'est là où je trouve des projets foufous. C'est qu'en fait, les gens donnent leur confiance à des gens. Ils disent, ouais, mais je te connais. Non, tu ne me connais pas. Tu me vois sur les réseaux, mais tu ne me connais pas. Ouais. Et c'est là où je me rends compte. Pour moi, ça, c'est fou. C'est beaucoup plus fou qu'aller ne pas rembourser un crédit. Parce qu'aller virer de l'argent, bon, là, c'est à moi, mais ça peut être un escroc. Comme ça, sans connaître la personne, certes, je présente un projet, etc. Certes, derrière, il y a un contrat d'avocat, mais le contrat, je peux en faire un bidon. L'avocat, il peut être bidon. Enfin, tout peut être bidon, très simplement. Et je pourrais lever 5-10 millions comme ça, tout envoyer ailleurs et dire merci, au revoir. Bah, ce que font d'ailleurs beaucoup d'escrocs. Et je trouve qu'il y a encore une énorme naïveté en France par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Mais, ouais, faites un minimum attention à qui vous passez vos ronds. Alors là, c'est moi, il n'y a pas de souci, encore une fois. Mais... Parce qu'en France, il y a des arnaques quand même sur l'immobilier, sur des sortes de projets comme ça. Je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, moi, personnellement, je pourrais le faire très, très facilement si j'avais envie. Mais hyper facilement. Alors, j'ai aucun intérêt parce que je gagne plus d'argent à le faire honnêtement. Tu vois, là, j'ai levé des fonds pour un appartement, je l'ai vendu. Bah, je rembourse les gens. Donc, je prends l'exemple. J'ai une personne qui m'a filé 50 000 pour un premier projet. Et quand il t'a filé, c'est via un SPV ou... C'est contrat. On a fait un contrat d'émission d'obligation. Ok, donc ouais, c'est de l'obligation entre lui et toi, quoi. Voilà, exactement.
Mais encore une fois, ce contrat, il pourrait être bidon. L'avocat que j'ai fait intervenir, ça pourrait être toi qui Monsieur Elliott, qui a prêté serment à la cour de Nice, mais en fait, tu es aussi Caïman. Enfin, c'est très simple à faire aujourd'hui. C'est rien du tout. Encore une fois, je le ferai pas, faut que je rassure les gens. Mais cette personne a mis 50 000, le projet s'est bien passé, remboursé en jour, en heure. Aujourd'hui, elle met 300 000. Elle sera remboursée pareil au jour et à l'heure où on aura fini ce deal-là. Mais pour moi, ça, c'est des projets, des profils foufous. Les gens ne font pas forcément attention. Voilà. Sinon, par rapport aux banques, non, pas forcément. C'est marrant, en fait, les gens ont... Et c'est là où je trouve ils ont peur par rapport aux institutions, ils ont peur par rapport aux banques, ils ont peur par rapport à l'État, mais par rapport aux personnes, ils n'ont pas peur. Et tu peux nous donner un peu des chiffres, par exemple, sur les obligations que tu peux proposer sur différents projets? Alors, moi, je propose du 14% brut, ce qui est quand même plus que bien, je pense. Voilà, sur de l'obligation. Aujourd'hui, sur l'obligation, je propose du 14%. C'est-à-dire que quand j'ai créé ma plateforme, qui s'appelle Arto Invest, en fait, j'ai pris plusieurs points que faisait la concurrence et j'ai voulu faire mieux et des fois différemment. Premier point, c'est retour sur investissement. Quand tu vas lever un crowdfunding, on va te proposer en général je crois que c'est du 10,5, 11 brut qu'on te propose. Donc, j'ai voulu faire plus 14. La deuxième chose que j'ai proposé en plus de ça, c'est proposer des suivis. C'est-à-dire, ok, vous investissez, mais vous voyez dans quoi vous investissez, vous avez le suivi. En plus, je propose une formation sur le projet. C'est-à-dire qu'on va détailler point par point. Comme ça, la personne, elle investit, mais derrière, elle sait dans quoi elle investit, elle sait comment ça fonctionne. Et puis, à la fin, je propose des journées aussi de travail. C'est-à-dire que la personne, elle peut aller sur place, nous rencontrer physiquement, etc. pour, en fait, allier les deux mondes. Allier la facilité de pouvoir, en fait, depuis son canapé, pouvoir investir. Mais en même temps, comme ce que tu disais, c'est bien d'investir très facilement, mais de mon point de vue, il faut comprendre dans quoi investir. Et derrière, on a développé toute la compréhension de cette partie-là. Ok. Voilà. Pourquoi t'expliques qu'il y a une telle différence entre du crowdfunding, tu es à 10, toi tu es à 14? C'est que tu gères tout vraiment En fait, c'est moi qui lève mes propres fonds. Donc, je peux mettre 14, mais un coup, je peux mettre 18, un coup, je peux mettre 12, un coup, je peux mettre... c'est moi qui choisis la rémunération. Donc, c'est en fonction du projet, de la rentabilité Voilà, exactement. En fonction du projet. Alors, pour l'instant, on propose que du 14. Parce qu'en réalité, moi, sur le projet, si tu veux, je vais lever que l'equity. Donc, en gros, imaginons, j'ai un projet à 1 million d'euros. 800 000 vont être levés par la banque. Et moi, je vais lever 200 000 euros par les particuliers. Donc, sur ces 200 000 euros, je peux me permettre de leur proposer 14, 15, même. En réalité, je pourrais même leur permettre de leur proposer 20%. Parce que moi, 20% sur 200 000 euros, ça va faire 40 000 euros. Sur un projet à 1 million, c'est pas grand-chose, tu vois. Donc, c'est ce qui est intéressant. Je ne vais pas lever la totalité comme ça. Voilà. Et en même temps, c'est ce qui permet aussi aux investisseurs de se dire, nous, ce qu'on investit, ça représente qu'une petite partie. Si le projet se casse la gueule, la banque, c'est toujours les numéros 1. L'investisseur, il passera jamais avant la banque. C'est la banque, l'investisseur et le propriétaire. Et d'un point de vue, toi, Carolin, patrimonial, comment c'est réparti? Tu as une partie IMO, tu as une partie du coup business, c'est de la valorisation aussi. Est-ce que tu as de la crypto? Est-ce que tu as des startups ou... Alors, non, j'ai rien en crypto. Rien du tout. Pas parce que j'y crois pas, parce que quand j'investis, j'aime bien vraiment tout comprendre avant d'investir. Je pense que tu seras d'accord avec moi que le meilleur moyen de perdre son argent, c'est d'investir sans savoir dans quoi on investit. Il y en a certains, ils ont eu de la chance, mais j'avais fait du trading à une époque et j'étais commencé par me former. La première chose que tu achètes des livres de trading, c'est 97% des gens qui font du trading perdent de l'argent. Enfin, du day trading perdent de l'argent. Donc déjà, ça t'en dit déjà pas mal. Donc non, moi j'ai que de l'immobilier. Que de l'immobilier, bien évidemment, j'ai mes entreprises qui ont une valorisation ou pas. Je connais pas du tout les valorisations. Je pense que ça vaut un petit peu d'argent, mais en même temps, ça vaudrait de l'argent tant que je continue à être là. Donc ça veut dire que si je veux la vendre, il faudrait que je la vende avec un certain contrat qui dit, voilà, Carolin, tu vends, mais pendant 3 ans, tu dois continuer à animer. C'est la seule manière que ce que je propose vaille de l'argent. Bien que petit à petit, et je le fais pas de manière, je l'ai pas fait pour revendre, mais j'essaye de me sortir
de mon business, bon, bien que les pubs, en ce moment, il n'y ait que ma tronche, j'en ai un petit peu marre, j'aimerais bien mettre d'autres personnes. Là, justement, moi, mon prochain projet, c'est de créer une école. Une école, en fait, c'est d'essayer d'allier les deux mondes, on va dire le monde formation et le monde école. Et donc, ce projet-là, je ne veux pas le faire tout seul, je veux le faire avec notaire, avocat, architecte, courtier. Dès les fondations, dès l'entreprise, je veux qu'il y ait ces personnes-là. Donc, je veux que ce soit perçu aux yeux des Français classiques, on va dire, qui ont vraiment du mal avec la formation de quelque chose voilà, de structuré, d'éducationnel, mais en même temps qui soit un modèle hybride entre la formation et l'école. Ok, donc avoir une sorte de cursus un peu qui s'étale sur plusieurs mois. En ligne, cursus en ligne, en gros, c'est prendre le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, je prends l'exemple de tes parents, quand tu as fini tes études, je ne les connais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais si tu leur dis, écoute, j'arrête mes études et je fais la formation de Carolin, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait mon fils? Non, pas du tout. Tu vas aller faire une école de commerce, etc. Tu vois, parce qu'ils sont un peu, comme mes parents, hein, ils ne vont pas comprendre ça, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de proposer voilà, quelque chose qui soit reconnu un petit peu par les anciens, par tout le monde, mais en même temps, qui t'apprennent à gagner de l'argent, qui t'apprennent pas des conneries dont on n'en a rien à secouer. Voilà. Mais je pense que ce qui fait peur, c'est plus... parce que ouais, ça se fait pas trop de te former pour travailler pour toi. Et je pense que c'est ça qui fait peur, en fait. En fait, on t'apprend pas à gagner de l'argent. Ouais. À l'école, on ne t'apprend pas à gagner de l'argent. Et moi, je veux faire une école qui va t'apprendre à gagner de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, on a des formations qui t'apprennent à gagner de l'argent. Mais elles sont reconnues. Mais entre guillemets, c'est toujours, ouais, le formateur est un escroc. Enfin, beaucoup. Là, l'idée, c'est d'avoir une école qui n'est non pas fondée par Carolin ou j'en sais rien, je peux prendre d'autres influenceurs, etc., qui ont réussi, mais par des personnes qui ont des diplômes en France. Bon, je serais dedans, je n'ai pas de diplôme, mais qui ont des personnes, voilà, notaires, avocats, etc. Donc, on ne pourra pas dire, ouais, c'est un escroc. Ouais. Le cours d'architecture, il sera fait par un architecte. On ne pourra pas dire c'est un escroc. Tu vois, donc que dès les fondations, il y ait ces personnes-là, mais par contre, l'école, elle n'a pas vocation à t'apprendre la pluie et le beau temps. L'école a la vocation à t'apprendre à gagner de l'argent. Après, ouais, c'est sûr que si tu es formateur en ligne, les gens, ils ont une image pour te critiquer, entre guillemets, c'est plus facile. Alors qu'une école, en fait, les intervenants changent généralement et c'est moins dérangeant. Alors que les intervenants, généralement, c'est pas des mecs qui enseignent ce qu'ils font, quoi. Ils enseignent, mais ils l'ont jamais fait. Exactement. Alors, moi, je veux quand même... Les intervenants, en fait, ce sera des cours spécifiques. C'est en cours, comme à l'école, tu as des matières, tu as architecture, tu as notariat, etc. Tu vois. Mais dans le but de gagner de l'argent, l'architecture, je ne vais pas t'apprendre des choses qui ne te serviront à rien pour ton projet. Je vais juste apprendre à faire en sorte que, voilà les bases pour que ton projet devienne un projet rentable. Tout sera axé vers gagner de l'argent. Ok. Voilà. En fait, aujourd'hui, mon programme d'accompagnement, c'est ça. Mon programme d'accompagnement, c'est pas moi qui donne les cours aux gens. Alors, j'en donne certains. J'ai un cours par un archi, j'ai un cours par un notaire, par un avocat, etc. Donc, c'est quand même assez structuré. Tu vois, c'est pas des coachs qui sont à Dubaï et qui ont jamais fait d'immobilier et qui vont t'apprendre à gagner de l'argent sur l'immobilier. Je suis pas comme ça. Si tu le sais pas, les gens, ils pensent encore que je vends de la formation comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de structurer ça. Comme, voilà, aujourd'hui, on a l'institution immobilière française. Dans cette institution, elle est créée dans les fondations. Le CABIS, c'est pas que Carolin, c'est ça. Ces personnes ont des diplômes et ces personnes-là, par contre, vont pas vous proposer des matières à la con qui vont rien vous apprendre. On va vous proposer le 20% de la matière qui va t'apprendre à gagner de l'argent. C'est tout. Écoute, est-ce que tu as un mot de la fin Non, alors le mot de la fin, il serait... J'ai eu un parcours conventionnel au début, après j'ai changé. Je regrette de ne pas avoir assez bougé jeune. J'ai bougé énormément par la suite. L'année dernière, j'ai fait que bouger, j'en ai marre même. Mais c'est vraiment de pas forcément s'expatrier, mais en tout cas essayer de voyager le plus jeune possible, d'intégrer différents groupes. Et surtout, on parle de la matrice, etc. On y croit, on n'y croit pas. Pour moi, il y a quand même il y a une certitude, c'est que le parcours qu'on vous propose aujourd'hui, scolaire, etc., je ne le critique pas, il y a plein de choses qui sont bonnes, mais c'est une base. C'est pas cette base-là qui va vous permettre de devenir un Elon Musk ou un Donald Trump, etc. Si vous voulez viser ces personnes-là, pas forcément ces personnes-là, mais si vous voulez avoir un minimum de rond et de liberté, il va falloir faire différemment, clairement. Et bouger, rencontrer des personnes comme toi, comme plein d'autres, et je pense que c'est hyper important. Moi, je rajouterais, ce serait ne pas avoir peur
de dépenser du temps à se former, à voyager, comme tu dis, à s'ouvrir l'esprit. Parce qu'il y a trop de personnes qui, 16, 18, 20 ans même, ou même plus, veulent à tout prix gagner 500 € par mois en plus, 1000, 2000, etc. Alors, ça peut permettre une sécurité et ça procure pas mal de dopamine, de sécurité. Tu dis, ok, ça augmente tous les mois. Mais c'est pas comme ça que tu vas avoir un accident positif de richesse où tu vas avoir un gros gap. Pour avoir un gros gap, généralement, il faut des compétences ou des opportunités que tu obtiens après une durée de formation, où tu creuses, etc. Là, pour la startup, moi, on va dire, ça fait 3 ans j'ai investi en startup jusqu'à trouver la dernière, Frigom, où j'ai mis mon plus gros ticket dedans. Et là, ticket, si tu peux en parler 200 000. Ok. Et là, à la fin de l'année, normalement, ça va être valo à plus d'1 milliard. Okay. Donc, ça fait 1 fois 50, quoi. C'est bien, c'est énorme. Donc, ça fait des gros gaps sur le capital. Mais pareil, il y a eu un temps de préparation où cette opportunité-là, j'ai failli la laisser passer puisque c'était trop tech et c'était trop loin pour moi pour l'amener sur une partie que je comprenne. Au final, j'ai mis presque 6 mois à amener la direction Web3 où là, je peux comprendre, là, je suis à l'aise et là, je peux investir. Après, 6 mois en plus pour faire la levée de fonds, donc ça reprend du temps. Mais tout ça, je l'ai eu parce que j'avais déjà fait plusieurs levées de fonds auparavant, j'avais déjà investi en startup. Donc ouais, je me suis préparé pendant 3 ans full startup pour que la 3e année, ça me fasse potentiellement un énorme gap sur mon patrimoine. Donc, ne pas se presser à se dire vite, il faut que je gagne des petits euros en plus. On a le temps de se former, on a le temps de voir des choses, voyager, pour que après, avant 30 ans, tu mettes des choses en place et puis ça explose, quoi. Et après, justement, tu parlais de formation, donc tu voudrais faire une formation pour expliquer comment investir en startup. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de me positionner sur comment faire une startup, même si potentiellement j'ai pas mal de compétences là-dessus, mais plutôt comment investir sur les startups, parce que c'est comme la crypto, le minage, le stacking, etc. Tu as plein de méthodes. Comme l'immobilier, tu as plein de méthodes. Sur l'investissement en startup, tu as plein de méthodes et ça dépend de son profil d'investisseur. Et je pense que c'est indispensable de se former pour comprendre ça, au lieu de juste aller dans un club deal et suivre bêtement toutes les startups qui sont proposées. Donc je vais être amené. Là aujourd'hui, j'ai juste une communauté où je rassemble des business angels, justement pour qu'on apprenne de chacun. Pour ça que je recherche, peut-être toi, du coup, qui pourras join, un expert en marketing, un expert en pharmacologie, là, je sais pas quoi. Enfin bref, des experts dans plein de niches différentes pour que dès qu'on est une startup, chacun puisse donner son avis et qu'on puisse faire des bonnes décisions ensemble. Et c'est une question complète. Mais est-ce que, imaginons, tu pourrais faire comme moi le système où tu accompagnes les gens pour investir en startup. Est-ce que nous, tu as un projet immobilier, il faut réussir à le trouver. Est-ce que tu peux avoir des gars qui vont réussir pour toi à dénicher la startup du siècle? Ouais, ou dans tous les cas, tu auras accès à tout. En fait, ouais, je pense qu'il y a un truc à faire. Après, pourquoi je suis assez pertinent? Parce que j'ai un énorme réseau et généralement c'est moi qui arrive à trouver les meilleurs deals. Mais je pense qu'à terme, oui, il y a quelque chose à mettre en place comme ça. Après, tu as 50 personnes qui sont très très bonnes pour trouver des deals. Mine de rien, ça te permet de toi de ne plus avoir besoin de les chercher et on te les amène. Quoi. Ouais, carrément. De toute façon, tous les deals que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'est des gens qui me les ont amenés de toute façon. Donc carrément, il y a un système à faire comme ça. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Puis j'espère que ça vous a plu et dites-nous en commentaire si vous avez des questions par rapport à l'investissement en start-up. Moi, c'est quelque chose que je ne connais absolument pas, qui est, je pense, intéressant. Comme je le disais, les millionnaires investisseurs immobiliers, les milliardaires investisseurs dans des entreprises. Donc, il y a encore plus d'argent à gagner. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, pour une prochaine. Ouais, carrément, merci.